L'autre jour, en rentrant chez moi, je croise un mec en costard-cravate en train de coller un œil en plastique géant sur un parc-mètre. Je m'arrête, je ne peux pas continuer comme si de rien n'était. À mi-chemin entre la fascination et l'incrédulité. Il me regarde et voit que je le regarde. Il me répond « Je rends les objets urbains plus empathiques ». Je souris poliment, il me sourit sincèrement. Et dans un parfait moment de confusion mutuelle, on se dit au revoir comme deux gens parfaitement normaux. Le soir même, je tombe sur 3 infos successives. Un Américain du Michigan a poursuivi en justice une mouette pour vol de hot-dog. Il affirme que l'oiseau lui a arraché son casse-croûte alors qu'il se trouvait dans un parc et réclame des dommages et intérêts pour stress émotionnel. Une start-up australienne propose d'envoyer vos cendres sur la Lune en capsule biodégradable. Cet hommage céleste vous coûtera 3000 $. Ça, c'est pour la formule sans option. Dans la petite ville de Villanueva de la Torre, région de Castilla-La Mancha, une réglementation municipale très stricte interdit de sécher votre serpillière sur le balcon ou de laisser tout linge à l'air libre depuis la rue. Cela peut valoir une amende allant jusqu'à 750 €. La ville a aussi interdit les aboiements de chiens la nuit ou pendant la sieste. J'ai refermé mon ordi. Tu sais, parfois j'ai l'impression que le réel, c'est un peu comme un scénario écrit par un stagiaire un peu paumé dans une boîte de production. Un truc plein de clichés avec des méchants tellement caricaturaux qu'on se demande s'ils n'ont pas raté leurs auditions. Des retournements tellement gros qu'on se demande s'ils n'ont pas forcé sur le café et des fins en queue de poisson qui te laissent sur ta faim. Et le pire, c'est que c'est pas de la fiction, c'est notre quotidien. On est là en mode figurant ou petit rôle secondaire à regarder ce feuilleton surréaliste avancer sans nous demander notre avis. Alors forcément, face à ce bordel ambiant, on cherche des repères, des histoires qui parlent vrai, ou du moins qui font sens autrement. Et c'est là que la BD débarque, tranquille, mais avec un sacré pouvoir. Parce que la bande dessinée, les comics ou les mangas, c'est un peu les seuls endroits où le vrai et le faux peuvent cohabiter sans se foutre sur la gueule. Où tu peux raconter une guerre avec des super-héros, un exil avec un paquet de tendresse, ou les derniers jours d'un écrivain raciste sans tomber dans le cours magistral. C'est une danse un peu bancale, mais qui marche. Aujourd'hui, dans la bande à bulles, on va creuser cette drôle de piste, cet espace entre les cases où la réalité se fait récit et le récit éclaire le réel. Avec moi, mes 2 acolytes du 9e art, prêts à embarquer dans ce drôle de voyage, Laurent, qui va nous faire voyager entre l'exil et les souvenirs avec l'Odyssée d'Hakim et Inoubliable, 2 œuvres de Fabien Toulmé qui prennent le réel par la main sans le trahir. Salut Laurent. Salut Rémi. Adrien qui lui préfère les gros calibres et les champs de bataille pas très fictifs, avec Sentinelle, une série où la Première Guerre mondiale se frotte aux super soldats et aux dilemmes moraux qui font mal. Salut Adrien. Salut. Et moi, Rémi, qui vous parlera du dernier jour de H.P. Lovecraft, une BD aussi étrange que touchante qui s'interroge sur ce qu'on fait d'un auteur une fois qu'il est mort et sur les monstres qu'on continue à voir dans son sillage. On prendra aussi le temps de revenir sur ce drôle de succès, celui de la BD documentaire. Et on se posera la question de pourquoi la BD documentaire cartonne autant en ce moment. Est-ce qu'on veut juste comprendre le monde ou on cherche à le rendre un peu moins insupportable ? Est-ce qu'une histoire doit être vraie pour nous faire vibrer ? Et puis comme toujours, on terminera par un petit tour d'horizon de ce qui nous a récemment embarqué, ces BD qui nous ont surpris, bousculés ou simplement fait du bien. Les coups de cœur du moment, les tiens, lis ça tu verras, et les j'ai pas pu décrocher. Et bien entendu, de ceux qu'on a hâte de lire après. Parce que dans un monde où même les infos ressemblent à des scénarios foireux, on continue de croire au pouvoir des bulles et à la magie du récit bien raconté. Bienvenue dans la bande à bulles. Il y a des BD qu'on lit en une soirée et d'autres qu'on porte pendant des jours. Celles de Fabien Toulmé font partie de cette 2e catégorie. Des récits documentés, touchants qui racontent l'exil, la mémoire et l'humanité. Alors oui, c'est pas des dragons, c'est pas des bastons, mais c'est du vrai, du fort, du bouleversant. Laurent, lui, a pris cette claque-là et il va gentiment nous l'attendre aussi. Merci pour cette très belle introduction, Rémi. Tout à fait. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une œuvre qui m'a marqué. En fait, il faut remettre en contexte, il y a quelques mois, je crois que c'est il y a plus d'1 an, j'ai ouvert une BD qui m'a marqué et c'est la première fois devant une BD que j'étais vraiment sous tension, que je tournais chaque page en me disant mais qu'est-ce qui va se passer après ? Et j'avais peur de tourner la page et de savoir ce qui allait se dérouler. La scène, ça se passe sur une plage de nuit, un groupe de personnes qui ne se connaissent pas. Et dans ce groupe de personnes, nous, il y a une personne qu'on suit depuis un tome, on a déjà pas mal de son histoire.
et il décide de monter dans un bateau pour traverser la mer Égée. Évidemment, je fais référence au tome 2 de l'Odyssée d'Hakim. Et son parcours est assez étonnant parce qu'en fait, c'est un ancien ingénieur qui travaillait, je ne sais plus dans quel secteur, j'ai oublié, mais qui, du jour au lendemain, s'est dit, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ? Est-ce que j'ai pas envie de faire ce que je faisais quand j'étais jeune, c'est-à-dire raconter des histoires avec des dessins ? Et il a décidé d'arrêter pour se lancer dans la bande dessinée. Et tout va bien pour lui parce que c'est un auteur qui marche vraiment très bien et qui vit pleinement de sa BD, ce qui est assez rare dans le secteur de la BD, malheureusement. Pourquoi je vais vous parler de lui ? C'est parce que c'est un auteur que j'étais parti pour ne pas apprécier en fait. Un auteur qui a un dessin qui était simple et qui fait pas un travail sur la couleur non plus. Et je me disais, comme moi j'accroche beaucoup d'intérêt au dessin, plus que Adrien, comme on le citait dans l'épisode précédent, il me semble. Et ben je me suis dit, ça va être, je vais peut-être avoir du mal à accrocher. J'avais eu le même a priori avec les BD de Riyad Satouf. Il y a plusieurs auteurs comme ça qui ont un dessin qui de prime abord n'est pas forcément le dessin qui va me convaincre d'ouvrir la BD. Mais il faut bien reconnaître que là, je me suis complètement planté et qu'en ouvrant les premières pages de l'Odyssée d'Hakim, je n'ai plus pu m'arrêter et j'ai lu les 3 tomes d'un coup et c'est comme ça que j'ai découvert cet auteur. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de notre BD qu'il a faite, qui s'appelle Les Inoubliables. Il a sorti le 2e tome là et c'est une BD dont le principe était très simple et très intéressant. Il avait lancé un message sur les réseaux sociaux en demandant à des gens de raconter des témoignages de choses incroyables qu'ils auraient vécues dans leur vie. Il a récolté une centaine de témoignages et il a fait le tri. Il a essayé de faire un tri en fonction des histoires qui ne soient pas trop redondantes les unes avec les autres, avec celles qui le touchaient le plus, etc. Et moi, en découvrant ce récit-là, je me suis dit, c'est marrant, il va chercher exactement quelque chose qui fait que ça fonctionne et qui me touche. Et donc, je suis allé chercher sur Internet pourquoi le travail de Fabien Toulmé, malgré ce dessin qui me parle un petit peu moins, mais maintenant je suis familier avec et j'avoue que maintenant j'ai beaucoup de sympathie pour le dessin, mais qui au début ne me touchait pas tant que ça, pourquoi son travail m'emporte à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis, c'est un peu facile, le témoignage d'un migrant, évidemment que je vais être touché. Mais en fait, je suis touché fois 1000 par son travail. Et pareil sur ses témoignages qui sont aussi hyper bouleversants. Et j'ai écouté l'interview de lui qui expliquait quelque chose. C'est après avoir fait son récit, si je ne me trompe pas, sur sa fille, il écoutait un récit journalistique sur une anecdote qui s'est passée, un crash d'avion où un pilote a décidé de se suicider. Jugé bon de le faire tout seul chez lui, mais le faire dans un avion avec, je ne sais pas combien il y a de personnes dans un avion, mais avec tout le monde dedans. Et lui disait, en fait, quand j'ai entendu ce récit-là, je me suis retrouvé emporté par le récit. J'étais à fond parce qu'en fait, je suis phobique du voyage en avion. C'est quelque chose qui m'angoisse. Du coup, je me projetais complètement. Je me disais, mais à la place des gens dans l'avion, ça devait être l'horreur totale. Et il expliquait que parce qu'il se sentait directement concerné, ça le bouleversait complètement. Et il s'est dit, en fait, il faudrait que j'arrive à parler du récit des migrants de la même façon, parce que juste après ce récit journalistique, il y a un témoignage ou je ne sais pas quel reportage sur, pareil, des migrants qui traversent les accidents. Et là, tout d'un coup, les mots sont employés de telle façon dans les récits journalistiques qu'il n'est pas du tout emporté par la chose. Et en fait, il se rend compte avec ça que c'est parce qu'il n'a pas vraiment de témoignages dans son entourage de gens qui ont vécu ça et que ça lui parle pas spécialement. Et tout d'un coup, il se dit, en fait, c'est ça qu'il faut que j'aille faire. Il faut que j'aille à la rencontre des gens. Et ce qui fait que j'aime tant le travail de Fabien Toulmé, c'est qu'en fait, son travail à lui n'est pas un travail journalistique, c'est un travail de rencontre. Il va vraiment prendre le temps. Et dans une des interviews que j'ai écoutées, il expliquait qu'il voulait prendre des semaines à discuter, à échanger. Parce qu'en fait, on est tous d'accord, on a déjà eu l'occasion, je pense, tous autour de cette table de discuter dans le cadre journalistique et on n'a pas le temps, il y a des timings qui sont assez précis, etc. Et donc il y a évidemment tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel est assez vite chanté ou n'a pas forcément sa place. Donc il va avoir ces témoignages-là qui vont durer et qui vont lui permettre de nourrir ses récits. C'est ce qu'il a fait avec l'Odyssée d'Hakim et c'est ce qu'il fait encore une fois à merveille avec Les Inoubliables. Et donc c'est pour ça que je voulais parler de cet auteur et de ces BD-là aujourd'hui. C'est parce que je trouvais le travail de journaliste qui n'est pas un journaliste du coup, mais hyper intéressant et c'est ça qui apporte beaucoup à son travail. Donc depuis tout à l'heure, je vous dis que le dessin est quelque chose qui me séduit pas et pourtant il y a un travail hyper intéressant dans le dessin minimaliste, c'est que le moindre détail va ressortir. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez déjà fait attention sur les dessins de ce type-là, quand par exemple quelqu'un est ému, ils vont faire une espèce de zigzag au niveau des yeux, un trait un peu en zigzag presque ovoïde pour donner tout de suite l'émotion que ressent le personnage. Comme on a peu d'infos sur un dessin comme ça, c'est-à-dire qu'on a le contour du visage, on a juste les yeux pour faire passer le message, il y a que ça qui est utilisé. Il y a aussi le travail sur le décor est là, pas là, la couleur qui va changer pour avoir un moment clé, des formes géométriques qui vont accentuer, etc. Et tout ce travail-là, c'est un travail qui peut paraître hyper simple, mais en fait, il est utilisé vraiment à merveille par Fabien Toulmé. Et c'est ce qui fait que son récit
récit t'emporte encore plus. On en rediscutera tout à l'heure dans le débat, parce que j'ai posé des questions par rapport au débat qu'on va avoir aujourd'hui, aux gens autour de moi qui lisent des BD, et j'aurais dit, mais pourquoi vous êtes emporté plus par des BD témoignages parfois que par des récits ou des autobiographies, etc. Et une des raisons, c'est ça, c'est que le dessin va permettre de raconter, de mettre en scène d'une façon peut-être plus marquante. Tu peux nous donner quelques exemples juste de type de récit ? On a un témoignage, genre quelqu'un qui juste avoue être gay à sa famille et que ça se passe plus ou moins bien. Il y a le témoignage d'une survivante d'une avalanche. Moi, c'est un des récits qui m'a le plus surpris parce que je sais pas si vous avez beaucoup skié, mais c'est vrai qu'il y a vraiment toujours ce moment où tu dis mais qu'est-ce qui se passe si t'es emporté là-dedans, qu'est-ce que tu fais? Et donc du coup, vous avez la réponse dans une des histoires. Et on suit aussi le parcours d'un gars qui s'embauche, qui devient militaire. Il se retrouve vraiment à aller au front, un vrai combat. Je sais plus son origine, je sais plus si c'est en France ou ailleurs. Pareil, c'est hyper intéressant parce que il y a s'embaucher pour être militaire et rester en réserve dans un pays en paix. Et puis, il y a le moment où tu bascules pour aller à l'étranger, intervenir ailleurs, etc. Ou dans ton propre pays. Là, je veux pas vous dire de bêtises, je me souviens plus où ça se passe exactement. Mais je sais juste que ce qui est bien retranscrit, encore une fois, c'est tous les ressentis, tout ce que traverse le militaire au travers du récit. Pour toi, qu'est-ce qui fait la force de son style documentaire? Je pense que c'est vraiment son travail d'investigation sur qui sont les personnes qu'il suit. Par exemple, il fait un travail, c'est qu'il va dessiner les différents lieux, il va montrer à la personne dont il raconte le récit, il va ensuite lui dire ça c'était comme ça c'était comme ça. Je pense qu'il y a un vrai travail de fidélité, de retranscrire les émotions que lui a ressenties quand on lui a raconté le récit. Je vous ai cité tout à l'heure une des séquences qui m'a le plus marqué dans l'Odyssée d'Hakim, et là en la refeuilletant tout à l'heure pour justement préparer mon intervention, je me rappelais plus, mais au milieu de cette scène, il coupe le récit pour revenir sur l'interview qu'il fait avec le personnage, pour dire en fait c'est la première fois depuis qu'il me raconte son histoire qu'il est bouleversé à ce point-là, parce qu'il y a une séquence hyper touchante avec son enfant, enfin je vous laisse découvrir. Et là, il se permet de couper pour revenir sur ce moment-là, etc. Et je trouve que ces choix-là, ces choix narratifs, font que ça fait vraiment des frissons quand tu lis le récit. Il y a un vrai fil rouge humaniste dans ses œuvres. Est-ce que tu dirais qu'il cherche plus à informer, à faire réagir ou à créer de l'empathie? Je pense qu'il y a un vrai travail sur l'empathie. Parce que tu vois, dans une des interviews que j'ai écoutées, il expliquait que lui, il n'était pas du tout militant, tu vois. Il s'est pas dit en faisant l'Odyssée d'Hakim, je vais te raconter la problématique des migrants et tu vas voir, tu vas vouloir combattre pour eux, etc. Et fatalement, après son récit, forcément, sa vision a évolué et peut-être qu'il est un peu plus militant, tu vois. Mais en tout cas, c'est pas la démarche de base. La démarche de base, c'est s'enrichir humainement. En tout cas, c'est ce que je comprends au travers de ces témoignages. Et je trouve que c'est ce qu'on ressent au travers de son travail. Et vraiment, c'est drôle parce qu'à chaque BD que j'ouvre de lui, à chaque fois, je me dis, ouais, bon, je sais pas trop où il va m'amener, et à chaque fois il m'embarque, quoi. J'ai vraiment ce scepticisme de oui, bon, c'est pas. Alors, des fois il fait des récits originaux, mais c'est pas tout le temps ses histoires, quoi. Est-ce qu'il va réussir à m'embarquer ce coup-ci, quoi? J'ai toujours cette question et il arrive à chaque fois. Tu parlais du style graphique, il a un style graphique assez simple, presque naïf, mais ça gomme pas pour autant la gravité des sujets. Est-ce que tu trouves que cette approche assez simpliste dans le graphisme, ça sert son propos, ou t'aurais préféré un dessin plus réaliste? Non, je trouve que justement, ça marche bien et ça donne une forme de légèreté qui peut peut-être rendre plus digeste aussi certaines choses. Je sais pas, après toi, t'as lu un petit peu Fabien Toulmer? Moi, j'ai lu l'Odyssée d'Hakim. Ouais. Mais je pense par rapport, pour rebondir à la question de Rémi, je trouve que le style, justement, c'est bien qu'il soit pas plus réaliste parce que moi, je trouve que son style, c'est justement la porte d'entrée pour justement ce travail qui est vraiment pour moi centré sur l'empathie. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il fait. Et je connaissais pas l'interview que tu avais évoquée, en fait, ou en tout cas où lui décrit que ce qu'il veut faire, c'est faire ressentir un petit peu sensiblement justement les expériences plutôt que juste une description un petit peu factuelle des choses. Et je trouve que c'est vraiment ça au cœur de son projet. Et je trouve que c'est là que ça se sent le plus. Et donc, c'est là où la relative candeur du trait, on va dire, fonctionne en fait pour moi à plein. Et c'est rigolo parce que moi, c'est vraiment quelque chose. C'est un peu comme toi. C'est-à-dire que moi, l'Odyssée d'Hakim, au départ, c'est vraiment un livre que quand je l'ai ouvert, j'étais vraiment pas convaincu et j'étais vraiment prêt à détester la BD, quoi. J'étais un petit peu agressif vis-à-vis. Non, je suis pas agressif, mais j'étais en fait un petit peu négatif. J'avais un a priori, en fait. J'avais des a priori. De me dire, en fait, c'est la question en fait du trait où je me suis dit, le style est un peu simple, en fait, et c'est pas vraiment mon truc. Je me dis que c'est pas si simple, en fait, à faire. C'est-à-dire que je me t'ai fait la même remarque, alors c'est un petit peu différent sur l'Arabe du futur de Riyad Sattouf, où tu peux te dire, ok, t'es pas ébloui en fait par le dessin, c'est pas tellement le sujet, mais en même temps, je me dis, attends, mais c'est quand même hyper difficile de dessiner en fait un regard ou une réaction qui va te faire rire, en l'occurrence pour l'Arabe du futur, de se dire, là c'est vraiment drôle, mais en fait c'est parce qu'il a vraiment réussi à capter là d'un seul coup une attitude ou à se moquer de lui-même ou à montrer un personnage sous un jour vraiment
c'est hyper drôle là, le timing comique est parfait quoi. Et en fait c'est un petit peu pareil pour l'Odyssée d'Achille en fait finalement. C'est-à-dire que à mon avis c'est très compliqué en fait de dessiner des personnages qui se regardent d'une certaine façon. Justement on parle de la fameuse scène de l'enfant, bon c'est vraiment cette scène voilà c'était vraiment là j'avoue moi j'ai rarement été aussi j'étais frappé quoi à la lecture, c'était dur quoi à lire et pour des tas de raisons aussi parce que je l'ai lu, je crois que je venais d'être papa en plus donc c'était vraiment j'étais vraiment hyper j'étais tout à fait disposé en fait à ce chapitre. Mais donc, et je me dis, c'est pas si simple en fait de réussir à capturer justement ce moment-là et à te le transmettre. Donc voilà, oui, effectivement, a priori, c'est pas forcément un style qui moi me parle, mais en même temps, je reconnais qu'en fait, non, mais c'est pas du tout simple à faire par contre. Ça, c'est une chose différente. Un style simple n'est pas simple. Voilà. Le style minimaliste, c'est très très dur à trouver en fait, d'avoir son propre style dessin minimaliste comme ça. Ça universalise aussi son dessin, je trouve. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, les personnages vraiment, qu'ils ont un look qui justement, on se sent très proche d'eux très vite en fait. Peut-être justement parce qu'ils sont pas réalistes en fait. Ça enlève une espèce de barrière un petit peu factice et culturelle qu'on se met peut-être si d'un seul coup on est dans une représentation très très justement réaliste. D'un seul coup c'est vraiment c'est des humains quoi si tu veux uniquement dans son dessin. Et je trouve que c'est ça qui ressort vraiment fort. Ouais, tu vas pas mettre ton bagage, ton parcours perso en opposition au personnage que tu vois devant toi vu que tu t'identifies pas. Ouais. Non pas que si c'était réaliste ce serait péjoratif. Ça va parce qu'on voit pas trop qu'ils sont noirs et donc c'est bon quoi. Non mais... On a bien compris. Je le couperai pas ce passage. Non. Il y a un truc fascinant avec les super-héros, c'est qu'ils arrivent toujours à se battre avec style, même en collant. Mais ce que les Sentinelles nous rappellent, c'est qu'on peut aussi être un surhomme et avoir un traumatisme de la guerre 14-18. C'est moins flashy qu'un marteau magique, mais beaucoup plus dérangeant. Adrien va donc nous parler d'une BD où le héros ne sauve pas le monde, mais nous rappelle qu'il est cassé. Et ça, franchement, c'est plus fort que tout. Donc, Les Sentinelles de Xavier Dorisson et de Enrique Breccia. J'espère que je le prononce bien, et à mon avis, je le prononce mal, mais ce n'est pas grave. C'est l'occasion de parler des Sentinelles, ce sont 4 tomes d'une BD vraiment au format classique, qui m'ont beaucoup marqué à l'époque quand je l'avais lu, et dès qu'on a lancé ce podcast, je me suis dit que j'allais en parler à un moment, parce que ça explore un petit peu plein de thèmes, à la fois en tant que lecteur, dans ce que ça raconte, et un petit peu aussi dans l'expérience, effectivement, en fait, ça questionne un petit peu aussi l'industrie en général, et donc ça m'intéressait beaucoup d'en parler. Pour parler des Sentinelles, je vais prendre une perspective en fait particulière. C'est la question d'un concept qui s'appelle la douleur fantôme. Alors est-ce que ça vous dit quelque chose ça ? Oui, complètement. C'est quand on perd un membre et qu'on a la sensation qu'il reste... Exactement, c'est-à-dire qu'on a l'impression en fait d'avoir mal ou de sentir en fait ce membre qui a disparu. On en a encore les sensations en fait alors qu'il n'est plus là. Alors le synopsis des Sentinelles, il est relativement simple. C'est à l'aube de la Première Guerre mondiale, Gabriel Ferro, qui est un scientifique de génie, qui a inventé une nouvelle forme de pile en fait qui pourrait révolutionner littéralement le monde entier, se fait remarquer par les généraux français et au lancement en fait, de la guerre tout simplement. On lui met dans les pattes un soldat qui s'appelle Djibouti qui est supposé le protéger, mais malheureusement dès les premiers jours en fait des combats, il se retrouve blessé notamment par des tirs d'obus et il perd ses 4 membres. Alors qu'il est sur le billard en fait, qui est à l'orée de la mort, on lui propose quelque chose en fait. La seule chose qui pourrait le sauver, c'est qu'on le transforme littéralement en une espèce de machine à tuer, qu'on le robotise, on lui donne des bras et des jambes de fer pour qu'il devienne en fait un personnage, une icône qui s'appellerait Taillefer, qui devrait cacher son identité, prétendre en fait qu'il est mort pour devenir ce soldat et c'est sa seule chance de survie. Donc il accepte et il devient en fait cette espèce de super soldat au look un petit peu steampunk, obligé de cacher son identité et qui va traverser les champs de bataille de la Première Guerre mondiale pour essayer de faire basculer les choses du bon côté, du côté de l'armée française. Dans cette tâche, il est rejoint assez rapidement par 2 autres soldats, le fameux Djibouti qui était supposé le protéger, qui est en fait une espèce de super soldat qui a besoin d'un sérum un petit peu secret justement qui décuple en fait sa force. C'est pas compliqué, imaginez Bane. Pendant la Première Guerre mondiale, c'est lui. J'allais dire du bon côté, mais il n'est pas particulièrement agréable comme personnage. Ils sont aussi rejoints par un autre personnage dont le nom de code est Pégase, qui est en fait un aviateur français pareil. Alors lui, c'est pas compliqué. Si vous devez l'imaginer, je sais pas si vous connaissez le film Rocketeer, c'est lui en fait, tout bêtement. Quant à Taillefer, imaginez une espèce de mélange entre Captain America, Iron Man et le méchant du premier Hellboy au niveau du look, et vous avez à peu près en fait le résultat de ce que ça. Ces personnages forment un groupe qui s'appelle justement les Sentinelles, qui sont en fait les super soldats qui, encore une fois, sont formés par l'armée française pour essayer de renverser le cours des choses et d'une guerre qui se déroule très très mal dans les premières années pour la France.
Donc en fait, le projet scénaristique, il est mené par Xavier Dorisson. C'est vraiment lui. On reconnaît un petit peu sa patte parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui adore justement toucher aux mythologies et notamment aux mythologies françaises. On avait évoqué son nom dans le dernier épisode pour le Château des Étoiles parce que c'est un bon ami d'Alex Alice et qui collabore assez souvent ensemble. Enfin, en tout cas, d'un point de vue scénaristique, on voit qu'ils sont assez proches. Et leur projet un petit peu éditorial, je trouve, se rapproche d'ailleurs dans l'idée de convoquer en fait un petit peu une mythologie très française justement et de l'injecter en fait, de lui donner du super sérum aussi, en gros, pour en faire quelque chose d'un peu plus cool, d'un petit peu plus différent et à travers le genre en fait de réexplorer un petit peu l'histoire et un petit peu notre mythologie commune nationale. Donc sa vision de la guerre à Xavier Dorisson, elle est vachement intéressante parce qu'elle est hyper sombre, hyper cynique, assez critique. Il questionne le patriotisme très très vite parce qu'en fait on comprend assez vite qu'il n'y a pas vraiment de gentils, il n'y a pas vraiment de méchants. Oui, on suit en l'occurrence Taillefer, Djibouti et Pégase, mais ils sont pas toujours très agréables. Les soldats qui l'accompagnent ne sont pas toujours les meilleurs et les soldats qu'ils affrontent en fait ne sont pas forcément les monstres qu'on pourrait imaginer ou qu'on leur a vendus en tout cas. Et assez vite, un petit peu à la manière d'un Captain America, on se sert d'eux en fait justement à des fins de pure propagande en fait, pour rebooster un petit peu l'armée française et eux-mêmes se questionnent complètement par rapport à leur positionnement, par rapport à ce qu'ils sont supposés justement représenter et qu'est-ce qu'il faut faire. Ce qui est notamment intéressant par rapport à l'histoire en elle-même, on comprend assez vite, c'est qu'il y a 4 tomes qui sont sortis des Sentinelles et en fait c'est 4 batailles. Le premier tome, qui s'appelle Les Moissons d'Acier, raconte en fait les premiers mois de la guerre. C'est vraiment un petit peu la débandade. Les pertes sont énormes et où justement l'armée française, c'est l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours d'histoire, mais avec les fameux uniformes rouge et bleu en fait qu'on voit à 6 km. Ouais. En tout cas, sur ces 4 tomes-là, ils ne changent pas en fait le cours de l'histoire. Ils accompagnent l'histoire telle qu'on la connaît. Ils nous offrent une perspective différente sur cette bataille-là en imaginant en fait, mais le déroulé, je mets des guillemets, mais en tout cas la conclusion en fait, ne change pas. Les Dardanelles, ça se termine par une débâcle malgré leur présence, Ypres, etc. Il y a des massacres. On explore vraiment les choses qui se sont vraiment passées. Il y a aussi, on sent dans les dialogues, dans les costumes, dans toute la recherche qui a eu lieu, c'est passionnant aussi parce que c'est un vrai petit cours d'histoire malgré tout. Malgré le côté hyper cool d'avoir justement cette espèce d'Iron Man dans les tranchées, on est toujours très ancré quand même dans une forme de réalité et qu'on conjugue justement avec sa représentation et son imaginaire du conflit, son côté justement extrêmement sombre, etc. C'est jamais romantisé, il n'y a pas d'idéalisation du tout des combats. C'est quelque chose qui est justement, on montre l'horreur qu'a été pour le coup la Première Guerre mondiale, mais toujours avec cette perspective-là. Les combats sont sales, c'est pas toujours héroïque, c'est pas toujours noble. Et donc, on est vraiment dans quelque chose qui est vachement intéressant là-dessus. Cette vision est extrêmement sombre. Elle est notamment accompagnée par des dessins, évidemment. Les dessins, c'est donc un dessinateur argentin qui s'appelle Enrique Breccia. Et alors, c'est très intéressant parce que je trouve que son dessin, il a des aspects positifs et entre guillemets négatifs. En tout cas, c'est vraiment un dessin avec lequel j'ai une discussion un petit peu constante. Il y a des choses que vraiment j'adore, notamment par rapport aux scènes de combat. C'est-à-dire que c'est d'une violence froide. C'est très dur visuellement. C'est jamais, encore une fois, romantisé. On meurt vraiment salement. En gros, dans les Sentinelles. Les soldats sont de la chair à canon et vraiment, il y a ce sentiment d'inéluctabilité. La guerre mondiale, c'est aussi, alors, c'est vraiment le moment où, en gros, l'industrialisation de la guerre, après encore, ça avait commencé avant, mais c'est le moment où ça atteint un peu son apex, quoi, et où, en gros, voilà, c'est des centaines et des centaines et des centaines de milliers de morts, en fait, constamment, quoi. Et ce dessin-là, je trouve qu'il le retranscrit parfaitement. J'adore aussi les couleurs, le côté sensible de son dessin. Je trouve qu'on sent le côté griffonné des visages. On sent l'artisan, en fait, derrière les planches, que je trouve magnifique. Il y a une direction artistique, je trouve, de dingue. Le look des personnages, j'y reviendrai, bien que très inspiré. On sent, on tire les fils des inspirations assez rapidement. Il n'empêche, c'est très bien fait. Oui. Travaille sur la lumière qui est magnifique, les couvertures sont sublimes. Et la direction artistique, d'une manière générale, des uniformes, en fait, du look de ces super-héros, c'est une galerie, en fait, de personnages qui sont, pour le coup, vraiment assez incroyables. Et enfin, dernier point que moi, vraiment, j'adore dans le dessin, c'est les panoramas. C'est-à-dire que parfois, on a vraiment des tableaux qui s'ouvrent où on héroïse complètement d'un seul coup le personnage. Si vous avez un doute, regardez les couvertures. C'est vraiment, voilà, je trouve qu'il y a une maîtrise à ce moment-là du dessin qui est vraiment des images qui sont sublimes. Très détaillé aussi, justement, ça accompagne tout ce travail documentaire de Dorisson, je trouve, où vraiment les uniformes sont véridiques, les armes sont véridiques, les rues, les batailles, le look des endroits, vraiment c'est très très bien représenté. Il y a un tout petit côté, tout petit peu plus négatif du dessin, et je mets des guillemets quand je dis négatif, c'est un dessin qui peut être un petit peu froid, notamment par exemple au niveau des visages. Personne n'est vraiment beau, par exemple. Les visages sont un petit peu durs, un petit peu anguleux, mais ça accompagne aussi le fait que voilà, il n'y a pas beaucoup de personnages
purement positif en fait dans le récit. Ça s'accompagne aussi d'un autre petit problème, c'est que je trouve que parfois il y a un tout petit problème de découpage. Il y a une certaine forme de confusion parfois sur certaines planches où les cases s'enchaînent. Et moi parfois je revenais en arrière en me disant attends, c'est bizarre ce personnage-là, j'ai l'impression qu'il pop littéralement de nulle part, où je vois une case où il y a une seule personne et d'un seul coup j'ai des dialogues qui arrivent avec d'autres personnages et jamais il y avait un plan qui m'introduisait le fait que ces personnages étaient présents en fait dans la scène, donc je suis un petit peu perdu. Et on sent que les séquences d'action pures, individuellement les cases sont magnifiques, mais mises bout à bout, on sent qu'il n'a pas la fibre du storyboarder. C'est-à-dire que par contre, les actions en elles-mêmes ne sont pas forcément évidentes toujours à suivre. C'est des moments qui individuellement sont hyper sympas, mais leur enchaînement, parfois on a un petit peu du mal à comprendre ce qui se passe en fait. Tout bêtement, ça va un petit peu vite et on sent que c'est pas forcément son truc pour le coup. Son travail un petit peu d'iconographie, ça accompagne pour moi le travail de Dorisson dans le sens où il mythologise quand même plein de moments, etc. Et c'est ce mélange entre la mythologie et la réalité, la représentation, la question de la propagande, qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Et donc les deux communiquent un petit peu en permanence. On sent aussi avec l'ajout des photos justement où il y a cette idée, ce questionnement justement de la réalité. C'est un roman, on sent qu'il a envie de vraiment d'interroger sur la question du patriotisme, justement sur la représentation des généraux, de la question des soldats, de pourquoi est-ce que les gens se battent. Et il tient une ligne qui est assez difficile en fait, qu'à la fois qu'on soit en fait du côté de ces super-héros français, mais tout en questionnant en fait un petit peu leur engagement, la question des soldats en face, etc. Et c'est pas forcément évident parce qu'on a besoin d'être engagé émotionnellement avec ces personnages-là. Et donc c'est pas évident. Et là on sent quand même, Dorisson c'est quand même un nom aujourd'hui vraiment, c'est un peu un pape quoi. On avait parlé de lui pour Ulysse Cyrano. Pour Ulysse Cyrano, exactement. Son savoir-faire, même si maintenant le premier tome en l'occurrence a été fait en 2008, donc ça date un petit peu, mais c'est quand même quelque chose qui est hyper important et son savoir-faire il est vraiment très très fort. Scénaristiquement, moi je trouve que les deux premiers tomes sont un tout petit peu en dessous par rapport au reste, mais ils sont quand même très intéressants, mais on sent qu'il a beaucoup de choses à poser. Le premier tome notamment, voilà, poser toute l'histoire, comment est-ce que en l'occurrence Gabriel Ferraud devient Taillefer, comment est-ce que les sentinelles renaissent de leurs cendres et comment est-ce que les choses se mettent en place. Sur le tome 3 et 4, une fois qu'on a notre rythme de croisière, nos personnages sont présentés, on a notre équipe, même si on peut imaginer qu'à terme d'autres personnages viendraient rejoindre en fait les sentinelles, parce qu'évidemment au fur et à mesure les ennemis entre guillemets, les Allemands en l'occurrence, les Turcs dans le 4e tome, eux-mêmes arrivent avec leurs propres super soldats et donc on arrive à des affrontements un peu plus dantesques. Pour revenir un petit peu sur la question de la douleur fantôme en fait, moi c'est une question évidemment, c'est la douleur fantôme du personnage de Gabriel Ferraud, c'est-à-dire que lui-même en fait c'est lui vraiment notre ancrage émotionnel parce qu'en fait il doit prétendre à sa famille notamment qu'il est mort. Enfin, on prétend à sa famille qu'il est mort et donc lui constamment doit porter un masque pour cacher son identité tout en sachant en fait c'est une recherche d'identité un petit peu permanente. Il est constamment à la recherche de l'humanité qu'il a perdue au moment où justement il a accepté de devenir Taillefer. Il lui manque ses bras, il lui manque ses jambes, il lui manque aussi un petit peu son cœur quoi. On voit que c'est vraiment sa quête à lui, ça va être de réussir à se retrouver dans cette nouvelle identité. Quand on voit le personnage justement de Pégase, le personnage de Djibouti, donc les deux autres personnages principaux entre guillemets du récit, eux-mêmes vont avoir leur propre chemin. Il y a une deuxième douleur entre guillemets fantôme, je vais parler à titre personnel en tant que lecteur. Moi j'ai toujours été fasciné par la Première Guerre mondiale et donc moi c'est vraiment quelque chose que j'adore toujours explorer. Moi je me souviendrai toujours quand Jean-Pierre Jeunet, qui est le réalisateur d'Amélie Poulain mais aussi Un dimanche de fiançailles, parlait justement de la question de la Première Guerre mondiale. Il disait c'est bizarre, moi j'ai toujours une fascination pour la Première Guerre mondiale et en fait c'est un petit peu comme si j'ai l'impression que je suis mort en fait pendant les batailles à Verdun ou dans la Somme ou pendant la bataille de la Marne. Et j'avoue que quand il a dit ça a été un petit choc parce que moi j'ai toujours eu ce sentiment-là aussi. J'ai toujours eu une espèce de rapport très particulier à la Première Guerre mondiale où j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui me dit que j'y étais à un moment. Très bizarre, très étrange. Donc moi c'est une expérience de lecture que j'adore, les Sentinelles, parce que ça mélange cette fascination que j'ai à la base, mais en même temps en y injectant en fait quelque chose qui est aussi un pur plaisir. Et alors il y a une dernière douleur fantôme, c'est aussi en tant qu'expérience de lecteur, c'est-à-dire qu'en fait on n'aura jamais la suite, ça ne dépassera jamais donc les 4 tomes, parce que le tome 1 donc, est sorti en 2008, le tome 2 en 2009, tome 3 en 2011, donc là on sent déjà que ça commence à tirer un petit peu, et tome 4 en 2014. Et en fait, tout simplement, il y a eu une annonce en disant que je crois que c'est Dorisson qui l'a dit, en disant que ça ne continuerait pas, et sans donner aucune véritable explication. Sur pourquoi, sur comment. On peut faire des espèces de suppositions parce que Dorisson, en l'occurrence, lui, sa production continue à être pléthorique. Breccia, qui lui, je crois, a bien dépassé les 80 ans. On se permet de supposer que c'était quand même, à mon avis, une somme de travail extrêmement difficile pour quelqu'un de son âge, même si
Il a continué à travailler encore un petit peu après, en l'occurrence la sortie du dernier tome sur d'autres choses, mais on ne sait jamais exactement la chronologie des choses. Donc, malheureusement, c'est l'un de ces projets abandonnés qui resteront une espèce de frustration parce qu'on ne peut que fantasmer ce qu'aurait été en fait la suite des Sentinelles, donc la suite de toutes les batailles de la Somme, de Verdun. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui auraient pu explorer. Est-ce que les Sentinelles auraient terminé pendant la Révolution russe en 17 Voilà, il y a plein de choses qui auraient pu être faites. Ça aurait vraiment, a priori, pu être génial. On peut que le rêver. Ce qui est intéressant, justement, c'est que c'est un projet qui a vraiment fait choc quand c'est sorti. En tout cas, ça a eu beaucoup d'effets. Notamment, très très tôt, il y a eu des discussions d'adaptation en fait, des Sentinelles. Il y a eu un projet qui a très longtemps été mené par Julien Mokrani et Alexandre Aja, sous la houlette d'un scénariste qui s'appelle Guillaume Le Mans, qui porte encore aujourd'hui ce projet-là. Julien Mokrani, c'est le réalisateur qui s'est fait connaître il y a un petit moment maintenant, en fait, parce qu'il avait fait un fan film Batman qui s'appelle Ashes to Ashes. Quand il a annoncé qu'il quittait le projet, il a notamment mis en ligne, on a vu quelques artworks, et on avait aussi un petit bout en fait d'animatique où il animait en fait un de ses storyboards, etc. C'était assez intéressant. Alors, c'est difficile de se faire un avis, c'est une petite séquence, etc. Mais c'était assez sympa et surtout, on voyait que c'était en tout cas très très fidèle. Esthétiquement, c'était vraiment une scène du 3e tome à peu près, alors, un petit peu gonflée, mais on voyait que l'approche avait l'air vraiment intéressante. Les artworks étaient magnifiques. Alors, on va dire les artworks sont souvent très 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 beaux, etc. Mais en tout cas, ça semblait vraiment être un travail extrêmement intéressant. Et à la suite de l'abandon de ce projet-là, en fait, le projet a été repris. Alors, je ne sais pas évidemment dans les arcanes de la production exactement comment est-ce que tout ça s'est fait, mais c'est devenu une série Canal+, qui doit sortir là dans quelques mois. Peut-être qu'on va pouvoir gratter cette douleur fantôme que les lecteurs des Sentinelles ont, de peut-être justement avoir la suite dans un autre médium, malheureusement, mais en tout cas de pouvoir un peu explorer qu'est-ce qui aurait voulu être exploré. Et Guillaume Le Mans, il porte ce projet depuis longtemps. Xavier Dorisson, c'est pas quelqu'un qui est complètement inconnu des scénarios et de la production audiovisuelle, même si c'est pas vraiment, il n'a jamais vraiment plongé dedans. Je crois qu'il a fait juste le scénario des Brigades du Tigre à l'époque en scénario pur. On sent dans son travail qu'a priori la scénarisation d'une série ne lui ferait pas peur, quoi. Mais en tout cas, la série a été complètement tournée, elle a été tournée il y a un petit moment. Ça fait un moment que c'est dans les tuyaux. A priori, là, c'est pour cette rentrée. Alors, pour ceux qui écoutent, etc., en l'occurrence, je parle de la rentrée 2025, donc de septembre, normalement 2025. Le micro bémol, c'est qu'il y a quelques photos qui sont sorties qui, moi, non pas me refroidissent, mais m'inquiètent un tout petit peu. C'est-à-dire que je retrouve pas tout à fait l'esthétique, en fait, de la BD. Donc voilà. Maintenant, ce ne sont que des photos de tournage. J'ai toute confiance en Guillaume Le Mans, en l'occurrence, etc. Donc j'attends ça avec impatience et j'espère avec énormément d'espoir pouvoir avoir la suite de l'histoire que je rêverais d'avoir, parce que c'est terrible d'avoir une série pleine de promesses qui s'arrête très très tôt. 4 tomes, c'est vraiment peu pour qu'elle s'arrête. Et le 4e tome, c'est absolument pas la fin de l'histoire. Là, c'est vraiment, on sent... D'ailleurs, à la fin du tome 4, on nous annonce un tome 5. On nous dit que... Ah oui, carrément. Ouais, je me demande s'ils ne nous donnent pas le titre même du tome 5, mais qui n'existera jamais. Donc vraiment, c'est avancé. Donc, à mon avis, il y a une histoire, malheureusement, sur l'arrêt, en l'occurrence, de la série. On ne le saura sûrement jamais, ou dans un petit moment peut-être. Toujours est-il que c'est évidemment dommage, mais les Sentinelles, c'était peut-être destiné à être une comète pour justement avoir une espèce de forme d'inspiration générale et qui peut-être pourra... accoucher de choses hyper intéressantes, en l'occurrence peut-être la série, mais peut-être autre chose aussi. Je sais qu'en tout cas, quand elle est sortie, ça a vraiment été une claque et une source d'inspiration pour beaucoup de gens, quoi. Et je te confirme, ils annoncent bien le tome 5 à la fin du tome 4, c'est amusant. C'est d'autant plus frustrant. Ouais. Et alors, tu dirais plutôt que les Sentinelles, c'est plus un hommage au pulp ou un vrai discours sur la manipulation, la guerre, le patriotisme? On pense, quand on ne l'a pas lu, que c'est un hommage pulp. Mais une fois qu'on l'a lu, c'est plus effectivement, il y a un vrai discours derrière, je trouve, qui prend beaucoup de place au final le BD, et c'est pas du tout de mauvaise chose. Mais en tout cas, ce qui m'a fait moi ouvrir, c'était le côté pulp, c'était la couverture magnifique, c'était ce soldat improbable masqué avec son drapeau français déchiré. Par contre, voilà, ce qui me fait rester après, c'est effectivement le discours de Dorisson que je trouve hyper intéressant, et de Breccia aussi, parce que ça se retrouve dans les dessins. Et tu penses que la série s'adresse plutôt à un public averti qui connaît un peu l'histoire et les références, ou est-ce qu'elle peut plus embarquer des lecteurs, disons, plus grand public? Je pense que ça peut embarquer tous les lecteurs, parce que ça peut aussi justement les replonger, peut leur faire connaître un petit peu plus précisément certaines batailles. Et alors pour ceux qui par contre sont un petit peu familiers, en l'occurrence avec l'histoire de la Première Guerre mondiale, là, c'est du caviar, quoi. Quel est le lien, à ton avis, entre cette œuvre-là et les comics américains? Parce que tu en as fait le parallèle au début, et je trouve que c'est assez évident quand tu ouvres toutes les premières pages. L'iconographie utilisée, c'est celle de Captain America. Tu vois la couverture de Sentinelle, là, pour vous la décrire, c'est le Sentinelle debout avec un drapeau français derrière lui déchiré, ce que expliquait Adrien. C'est clairement l'iconographie du Captain America, ou même de Superman sur certains tomes. Est-ce qu'il y a une réaction en comics? Est-ce que c'est une réponse à ça? Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose?
Moi, je pense pas que ce soit fait en réaction, dans le sens où c'est pas en mode je vais faire une réponse en fait à Captain America, etc. Parce que Captain America aussi explore la question de la propagande, etc. Par contre, je trouve que c'est le point de départ. À mon avis, c'est l'impulsion de départ en mode est-ce que ce serait cool de faire ça en France, avec un personnage français, dans notre bain à nous, mythologique, historique, de référence à nous. On sent que c'est le point de départ, je pense. Et après, ce qui fait son caractère unique, c'est justement, effectivement, ça s'éloigne au bout d'un moment en fait de ça, ou en tout cas, il y a un ton qui est très différent. Par contre, effectivement, il y a une amertume complète tout le long, qui, à mon avis, est pour le coup très française, entre guillemets, quoi. Ok. Parce que du coup, quand j'ai lu le tome 1, vraiment la séquence où il le fabrique, quand il fabrique Taillefer, c'est vraiment le. Tu vois des images de différents trucs, de Robocop, de tu sais, c'est vraiment. Ouais, si. Non, mais de toute façon, c'est ça, mais je pense que ça vient aussi d'Horizon. Mais c'est un petit peu comme Alex Alice, d'ailleurs. Son panthéon personnel est assez transparent. Il dépasse assez vite le côté référence, quoi. Ouais. Et il y a un petit côté aussi. T'as parlé d'Alexandre Aja dans les réalisateurs qui s'y étaient intéressés, ça aurait été assez chouette de voir ce qu'il aurait pu faire dessus. Ouais, il était producteur en fait sur le projet. C'était Julien Mocrani qui devait réaliser et Alexandre Aja qui devait le produire. Mais t'as trop envie, moi c'est le genre de projet où, c'est peut-être à cause d'Hellboy, je vous le concède, t'as trop envie qu'un Guillermo del Toro se penche sur un projet comme ça, je trouve, tu sais. C'est une vraie frustration les Sentinelles pour moi. On connaît tous des séries qui s'arrêtent prématurément. Parce que moi quand je l'ai commencé, je savais pas du tout que ça s'arrêtait. J'avoue que c'est très frustrant, ouais. Ah ouais. Mais c'est intéressant justement, je trouve, les Sentinelles de le mettre un petit peu en parallèle avec le Château des Étoiles par exemple. Je trouve que c'est un petit peu son versant plus sombre. Oui. En fait. Et ils ont un petit côté un petit peu de face d'une même pièce potentielle, quoi. Ouais, quand tu l'as exposé, je trouve qu'on voit le lien évident entre les deux sagas. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous parler de la BD Le Dernier Jour de H.P. Lovecraft, écrit par Romuald Gulivo. Alors je prononce très mal, je suis désolé, et illustré par Jakub Rebelka. C'est paru en 2023 chez 404 Graphiques. Et si vous vous dites, tiens, encore un énième machin à tentacules avec du violet partout, je vous rassure tout de suite, non. Enfin si, un peu, mais surtout non. Howard Phillips Lovecraft. Le type qui a réussi à donner ses lettres de noblesse à l'horreur cosmique, à rendre l'inconnu terrifiant, à faire flipper des générations entières avec un poulpe géant qui dort dans l'eau. Oui, résumé comme ça a l'air débile, mais croyez-moi, c'est un peu plus subtil que ça. Enfin, parfois. Moi, j'aime bien Lovecraft. Je le lis depuis longtemps. Mais je ne suis pas non plus en train de dormir dans un pyjama Miskatonic University. J'ai une passion nuancée, comme une histoire d'amour où on sait que l'autre a des défauts mais qu'on ne peut pas s'empêcher de revenir quand même. Et puis bon, faut dire les choses, c'est super verbeux. Il y a des phrases dans Lovecraft qui commencent sous forme de description de tuiles de maison et qui se terminent en méditation métaphysique sur la place de l'homme dans l'univers en 78 mots avec 2 inventés au passage. À côté, Proust, c'est un maître du tweet. Mais malgré tout, je l'aime. Pas pour ses monstres, mais pour son atmosphère. Pas pour ses tentacules gluantes, mais pour ses récits qui donnent l'impression de lire un X-Files un peu rétro sous acide. Petit clin d'œil Delta Green pour les plus férus. J'aime ces histoires qui s'arrêtent au bord du gouffre, juste avant de tout révéler. J'aime ces récits de rêve où le réel se dissout dans une logique onirique tordue. Et j'aime ces quêtes archéologiques qui finissent toujours par « Ah mince, on aurait peut-être dû laisser ce truc là où il était ». En revanche, je suis totalement imperméable à la Lovecraft-exploitation. Non, je n'aime pas les films de Brian Yuzna. Non, Providence d'Alan Moore ne m'a pas transporté. Je vois bien le sous-texte, je sens que c'est un récit écrit avec la passion d'un fan, mais ça ne prend pas. C'est crade, quoi. Choquant et crade. Et depuis Alan, j'avoue que je t'en veux un peu. C'est pas mon Lovecraft. Moi, je l'aime un peu fuyant, un peu étrange, pas transformé en festival du latex et du trash. Mon Lovecraft, c'est celui qui murmure, pas celui qui beugle. Mais bon, je comprends qu'on puisse l'aimer autrement. C'est tout le sujet de cette BD, en fait. C'est quoi Lovecraft ? Une œuvre ? Un mythe ? Une marque déposée ? Une ombre ? Dans Le Dernier Jour de Howard Phillips Lovecraft, on suit l'auteur dans ses dernières heures agonisant à l'hôpital. Un contexte propice au bilan, aux hallucinations et aux apparitions de figures littéraires mortes ou pas encore nées. Là où d'autres auraient fait une biographie sépia avec des dates et des précisions en bas de page, les auteurs choisissent le vertige. Poe, Stephen King, Alan Moore, Neil Gaiman, son chat, ses contradictions et probablement l'inconscient collectif. On traverse des souvenirs déformés, des bouts de texte, des critiques qu'il n'a jamais lues et d'autres qu'il aurait mérité de lire. On voit Derleth, l'ami qui a transformé son œuvre en dogme.
On voit le fan qui se projette, l'auteur qui simplifie, le lecteur qui caricature. C'est drôle, cruel, touchant, et parfois tout ça à la fois. Et au fond, la question posée n'est pas qui était Lovecraft, mais plutôt qui est Lovecraft maintenant que tout le monde croit le connaître. C'est une BD qui parle autant de littérature que de mémoire, de postérité que de recyclage culturel, et qui a la délicatesse de ne pas trancher. Ce n'est pas un procès, ce n'est pas une canonisation, c'est un portrait flou, mouvant, un peu moisi par endroits, mais toujours fascinant. Exactement comme ces nouvelles, tiens. Graphiquement, Rebelka est en très grande forme. Ses planches sont d'une richesse folle, ça grouille, ça palpite, ça s'effondre, il y a des cases qui ressemblent à des cauchemars peints sous acide, d'autres à des tapisseries médiévales passées dans une machine à laver. Le découpage joue avec le temps, l'espace, la perception. C'est dense, presque trop parfois, mais c'est vivant. Et c'est là qu'on mesure l'intelligence du projet. Le style de Rebelka ne cherche pas à illustrer Lovecraft, il essaye de dessiner ce qu'il ressent, ce qu'il comprend, ce qu'il imagine de lui. C'est du ressenti graphique, pas du fan art. C'est aussi une BD qui aurait pu sombrer dans le pathos ou l'intellectualisme et qui tombe dans aucun de ces deux pièges. Elle reste pudique, humaine, presque tendre. Même quand elle rappelle à Lovecraft ses positions racistes nauséabondes, et elle le fait sans se donner le beau rôle. Parce que tout est ambigu, parce que l'héritage est lourd, parce que l'homme, comme l'écrivain, n'est pas simple. Le dernier jour de Howard Phillips Lovecraft, c'est donc une excellente surprise. Une œuvre à la fois intime et déstabilisante. Une mise en abîme de ce que devient un auteur une fois qu'il ne peut plus contrôler ce qu'on fait de lui. C'est touchant, intelligent, magnifiquement dessiné et suffisamment flou pour qu'on puisse y projeter nos propres contradictions de lecteur. Peut-être que ça parlera encore plus à celles et ceux qui connaissent déjà un peu Lovecraft, ses textes ou sa légende. Mais c'est pas obligatoire. La BD se tient aussi comme un récit sur la mémoire, la postérité et ce qu'on laisse derrière soi. C'est aussi une façon de dire Lovecraft est peut-être mort, mais il continue d'exister à travers tout ce qu'on pense de lui, y compris quand on n'est pas d'accord. Et franchement, pour un mec qui passait ses journées à fuir le réel, il s'en sort plutôt bien pour y survivre. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux un petit peu nous décrire juste narrativement exactement comment est-ce que ça se traduit ? Comment est-ce que l'histoire nous est racontée exactement en fait ? Eh bien, en fait, on a donc Lovecraft qui est donc sur son lit d'hôpital en train de mourir et il est visité par une personne, un étrange personnage qui a le même nom qu'un de ces personnages. Cette personne, apparemment, s'est beaucoup renseignée sur Lovecraft et sur son œuvre. Et il va essayer de revenir avec lui sur son œuvre. C'est vraiment documenté sur les derniers jours réels de l'auteur, avec toute une partie qui est donc forcément imagée. Mais là où le récit, pour moi, prend vraiment son sens, c'est que même si on suit donc ce mystérieux personnage qui va lui poser des questions, qui va venir l'interroger, mais on ne sait pas trop exactement pourquoi, on l'apprendra un petit peu plus tard dans la BD, mais je ne vais pas vous le révéler. C'est très intéressant parce qu'en fait, ça vient interroger l'ensemble de l'œuvre. Et comme je vous dis, là où ça n'aurait pu être qu'un bilan d'un auteur sur sa propre vie, c'est en fait la possibilité de Lovecraft d'entrevoir aussi le futur et de l'impact qu'il pourra laisser. Et puis il y a aussi ces grands passages dont je n'ai pas parlé, mais où on a de la littérature à lire, puisqu'on a des pages complètes de textes extraites, parfois des vraies lettres de Howard Phillips Lovecraft, et parfois on se demande si ça n'a pas été un petit peu romancé. Donc ce qui est intéressant, c'est un récit qui au début commence comme une sorte de MacGuffin, c'est-à-dire avec un personnage qui vient voir Lovecraft sur son lit de mort, et de fil en aiguille, on va sauter d'une thématique à l'autre, d'une facette de l'auteur à l'autre. Ça en fait une œuvre très complexe. Moi, je vous avoue, au début, je me suis dit, alors le livre est très beau, il est très très grand, avec certains éléments brillants. C'est un très bel objet. Mais alors moi, j'avais peur, parce que justement, j'en ai marre de ce Lovecraft à toutes les sauces. Souvent, je dis qu'il n'y a pas un mois sans qu'une réédition de Lovecraft sorte, que ce soit en BD, en roman, en film. Je trouve qu'on perd un petit peu le récit de base, le texte, et qu'est-ce que ça dit finalement. Et il y a eu tellement d'adaptations qu'en fait, maintenant, on a l'impression de ne connaître plus que l'adaptation. Ce qui m'a beaucoup touché dans ce récit-là, c'est qu'en fait, ça aurait pu être sur n'importe quel auteur. Il s'avère que c'est Lovecraft. Ah bah tiens, j'aime bien. Mais en soi, c'est vraiment cette question de dire, je vais laisser des choses derrière moi. Qu'est-ce que ça aura comme impact ? Est-ce que ça changera la façon dont les gens me verront ? Est-ce que je ne préfère pas l'oubli ? Est-ce que je suis en accord avec tout ce que j'ai écrit ?
Cette réflexion-là, elle est extrêmement pudique. Elle ne cherche jamais à éviter, à dresser un portrait de Lovecraft qui a souvent été artificiellement assombri. Oui, c'est un homme seul, éloigné de tout. Non, 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 non. C'était un wasp, comme on appelait ce type de personnage de l'époque, hautain, avec quelques certitudes racistes, mais qui était aussi dans son petit club de lecture. Il avait des amis. Ce qu'il a plus écrit, c'est des lettres. Il a écrit des centaines de lettres. C'est son œuvre la plus grande à ce jour, c'est son courrier. Et c'était quelqu'un de sociable. Et en fait, maintenant, on n'a plus ça. On a un personnage qui est complètement mélangé, protéiforme, et ces récits ont tellement été reformulés que finalement, on ne sait plus trop ce qu'ils veulent dire. Cette BD, elle parle de ça, d'une œuvre par le regard que tout le monde y projette. Et du coup, cette écartèlement pour un personnage qui est sur son lit de mort, à qui on dresserait ce miroir-là, ça pose beaucoup de questions. C'est très intéressant parce que pour ma part, je connais pas bien l'œuvre de Lovecraft, voire pas du tout son œuvre directe. C'est-à-dire que je connais une série qui a été faite il y a pas très longtemps d'ailleurs dans l'univers, en référence à l'univers de Lovecraft. Je connais des BD qui font référence à ça, et en fait la première fois que j'ai été en contact avec son univers, c'était via le jeu de rôle. J'ai jamais lu ses récits, mais j'ai l'impression de connaître tous ces monstres. Là, je tapais Cthulhu parce que j'ai une BD que j'ai lue. Cthulhu, tu dis? Je sais pas comment on dit. En fait. Je croyais que c'était une blague. Non, moi j'aime bien Cthulhu. C'est trop mignon. C'est Cthulhu. C'est Cthulhu. Ah ouais. Mais Cthulhu, j'aime bien. Cthulhu. Bon. Bah tu vois, mon ignorance est telle que je ne sais même pas comment le prononcer. Mais après, c'est censé être imprononçable par la langue, normalement. Et ben, pareil, il y a une BD qui parle de ça avec des gens qui jouent à des jeux de rôle. Et dans ce nom, il y a le nom du monstre, du coup, que je... Cthulhu. Oui, c'est l'une des déités la plus connue, une sorte de dieu à face de poulpe avec des ailes de dragon. Ouais, ok, je vois. Qui vivrait dans une cité sous-marine. Je suis complètement d'accord avec ce que tu décris, parce que je ne connais rien de son œuvre, en vérité. Je connais que les interprétations de tous les gens qui ont été fans de son travail. Du coup, j'ai entamé la BD dont tu parles aujourd'hui. Je vais la finir avec grand intérêt. Et j'en profite aussi pour parler du dessin qui est incroyable. Espèce de mélange entre Clint et Bacon, pour ceux qui connaissent un peu en peinture. Et les couleurs sont hyper chouettes. Enfin, vraiment, c'est un dessin incroyable, vraiment. Et c'est marrant parce que toi qui as commencé la lecture et qui donc apparemment ne connais pas trop Lovecraft, ça t'intéresse ? Ça m'intéresse. Je trouve que ça met un peu de temps à démarrer. Oui, bien sûr. C'est ça dont je voulais te parler aussi tout à l'heure. Je trouve qu'on tourne un peu autour du pot de « je veux vous parler ». Ah oui, mais pourquoi vous voulez me parler ? Oui, mais je veux vous parler. Oui, mais pourquoi ? Et si tu veux, il y a quelques pages où c'est cet échange-là et tu fais bon, bah allez-y les gars, du coup, discutez maintenant. je sens que ça démarre par la suite, donc je suis curieux de voir où ça va. Tu vois, j'ignorais qu'il était complètement raciste. Tu parlais de ça tout à l'heure, donc pareil, je suis curieux de voir comment c'est traité. Parce qu'en fait, j'en ai une image un peu, presque un peu kitsch maintenant, tu sais, des monstres à toutes les sauces, on dit que c'est Lovecraft. Et d'entendre en parler comme ça me donne envie de lire son œuvre directement pour voir un peu ce qu'il en est. Mais de toute façon, c'est une œuvre qui est extrêmement dense. L'œuvre de Lovecraft, c'est davantage un très grand nombre de nouvelles que je vous conseille. Mais comme je dis, toute son œuvre, elle est très redondante. Il y a des formes de récits qui sont très très proches. Néanmoins, il y a énormément de nouvelles qui m'ont beaucoup marqué. Et j'ai une question par rapport à ça. Justement, pour avoir commencé le récit, comme je disais, est-ce qu'on est sur un récit qui va être plus métaphorique avec très peu de concret et très peu d'intrigue à suivre, ou est-ce qu'on va avoir une véritable intrigue ? Est-ce que c'est une œuvre d'ambiance ou une œuvre de récit ? C'est une œuvre, pour moi, vraiment d'ambiance, où on va réfléchir justement sur la vie d'un auteur, sa mort, et ce qui restera de lui. Ce pourquoi j'avais du mal à expliquer l'histoire, c'est que en fait, on va passer d'un pan de sa vie à l'autre via parfois une peinture, une discussion, et c'est très poreux, et il y a quelque chose de très fiévreux. Sauf qu'en fait, ce n'est pas un accident, c'est voulu, ça crée quelque chose d'organique, et c'est un petit peu le propos du récit, sans que je vous en révèle toutes les clés, mais c'est que tout ça finalement se mêle un petit peu. Il y a différents regards, différents impacts, et la bande dessinée ne tranche jamais justement sur qui est Lovecraft. Est-ce que c'est une légende littéraire ? Est-ce que ce n'est qu'un homme ? Est-ce que c'est un pauvre raciste ? Est-ce que c'est un peu tout ? Est-ce que c'est rien du tout ? Donc il y a cette forme totalement objet. On est presque plus dans la forme d'une œuvre d'art. Tu me donnais des références picturales.
pour décrire la BD, mais je pense que c'est pas anodin. Je pense que vraiment, on est sur quelque chose qui est assez métaphorique. C'est assez abstrait, hein. C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous les publics. Je parlais qu'il y avait des grandes pages de texte à lire. Bon, il faut se les coltiner, c'est-à-dire qu'il y a des fois des doubles pages, c'est du texte faussement écrit à la main, mais il y a que ça. En fait, c'est les notes de Lovecraft dans son journal qui vient réinterroger justement ce qu'on est en train de voir, et la progression qu'il a eue sur sa fin de vie, sur ses réflexions jusqu'au bout. Lovecraft a été déclaré mort au moment où il ne savait plus tenir un crayon. Donc il est vraiment, ça a été jusqu'au bout. Et je trouve que voilà, c'est quelque chose qui parle de la mort, c'est quelque chose qui parle de la maladie, c'est aussi quelque chose qui parle des rêves, c'est quelque chose qui parle d'immortalité, et c'est des sujets bigrement complexes. J'ai trouvé que c'était exceptionnellement fait avec pudeur, ce qui est assez rare. Je vous propose enfin de passer au débat du jour. À une époque où l'actualité ressemble à une IA sous acide, où on ne sait plus si une info vient de France Info ou du Gorafi, la bande dessinée documentaire débarque comme un phare dans le brouillard. Elle prend le réel, le découpe en cases et le rend lisible, parfois plus que les articles de 12 pages en PDF non scrollables. Alors pourquoi on a tant besoin de ça aujourd'hui ? Pourquoi ces récits nous touchent-ils autant ? Est-ce qu'une BD peut remplacer un JT sans faire baisser notre tension artérielle ? C'est le sujet de notre débat et c'est tout de suite. Donc, chers amis, pour vous, qu'est-ce qui différencie la BD documentaire des autres formes de BD comme la fiction pure ou la BD historique plus classique ? Vous avez 2 heures. Moi, j'ai un début de réponse par l'œuvre dont j'ai parlé juste avant. Disons qu'il y a un travail sur l'émotion qui va être différent que dans un projet documentaire et qui va te permettre de donner une lecture sujet à l'interprétation. Genre le dessin va représenter certaines choses, va te faire ressortir certaines choses et c'est toi qui vas interagir face au dessin et donc il y a une interprétation, il y a un intermédiaire en plus si tu veux au travers du dessin. Là où sur un documentaire donc filmé, tu vas être confronté à des émotions réelles et des personnes réelles. Évidemment que le montage va jouer etc. Mais je trouve qu'il y a un truc, une espèce de distance avec le dessin qui va te permettre d'avoir une lecture un peu différente de la réalité qu'on t'expose et du récit qu'on te raconte. Moi, c'est vraiment un truc qui m'interroge beaucoup sur le fait qu'effectivement, quand je sais qu'une histoire qu'on me raconte est vraie, j'ai immédiatement une curiosité qui est décuplée. C'est-à-dire que quelqu'un qui va me raconter la même histoire, il y en a une où je sais qu'en gros, il l'invente. Il y en a un autre qui a commencé par « tu sais pas ce qui m'est arrivé ». Je sais déjà que c'est la deuxième. J'ai absolument envie d'aller au bout, même si en fait le déroulement n'a rien de particulier. Et là, ça joue sur des ressorts, on va dire, de la psyché, à mon avis, peut-être humaine, qui sont intéressantes. C'est le fameux basé sur une histoire vraie avant un film, quoi. Quelque chose comme ça qui fait que d'un seul coup, ça met une lumière sur toute l'histoire qui va être racontée, au-delà des enjeux après, de comment on représente la réalité, etc. Mais en tout cas, je sais que moi, en tant que lecteur, en tant que spectateur, ça c'est vraiment un truc qui m'interroge. Qu'est-ce qui fait que, parce que je sais qu'une histoire est vraie, j'ai envie de savoir où ça va tout le temps, en fait, jusqu'au bout. C'est un peu mystérieux. J'avoue, je n'ai pas de réponse en fait. Est-ce que pour la fin du débat, merci. Non, on réfléchit. Et c'était la bande à bulles. Merci. Tan, 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 tada. Bon, ça va aller ce montage. Hein. Efficace, on va dire. Est-ce que du coup, la forme de BD pour vous, elle apporte un angle plus accessible ou plus impactant que d'autres médias ? En fait, c'est pas que c'est plus accessible parce qu'a priori, je me dirais que j'ai un rapport un petit peu étrange parce que on passe par le dessin, c'est-à-dire qu'entre guillemets, un livre qui se veut documentaire, par exemple, en gros, qui est un article étendu sur un livre, etc. Il est sur la forme écrite, qui est une forme un petit peu non représentative immédiate. En fait, on passe par le mot à quelque chose encore, on va dire, même si c'est pas le cas, mais en tout cas dans la réception, on peut avoir une impression un petit peu neutre dans sa description. En fait, on se dit, ok, il me décrit la réalité avec ces mots qui sont des choses qu'on utilise tous. Donc on a le même langage, on partage la même chose, on me raconte quelque chose, je ne le remets pas en question, je ne remets pas en question nécessairement sa représentation. Un documentaire vidéo, par contre, il prétend représenter exactement la scène telle qu'elle s'est passée. On sait que c'est pas le cas, on sait qu'il y a de la mise en scène, on sait qu'il y a des décisions de narration qui sont prises et qu'on nous raconte toujours quand même quelque chose. On n'est pas dans une pure captation de la vérité. Mais, a priori, là, la forme documentaire est plus directe. J'ai vraiment l'impression de me dire, ok, je vois la réalité, en gros, qui m'est présentée telle qu'elle s'est déroulée. Mais le dessin en lui-même est une émotion, tu vois. On va te traduire quelque chose qui va te donner une autre lecture que toi, tu n'aurais pas tout seul en regardant une vidéo. Je pense, en tout cas, on va dire aux BD documentaires que moi j'ai pu lire, souvent, la voix en fait de la personne qui parle est très très forte. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle assume sa subjectivité très forte. C'est je, j'y, ja...
Ok, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Et ainsi s'arrête la grande aventure C'est ça, de la c'est vraiment bande à bulles avec Adrien qui nous fait un AVC en pleine émission. Là, c'est vraiment le danger de s'entendre parler, tu vois. Où là, vraiment, c'est une petite machine, c'est un petit singe qui fait ça, les mots sortent, tu vois. Déjà, on est là. Ok, je reprends. Ce que je pense, c'est que c'est vraiment... On assume très très vite, en tout cas dans moi, les récits que j'ai vus, il n'y en a aucun qui en fait se prétendent a priori, dès le point de départ, objectif. En fait, c'est très vite, en fait, on partage le récit de quelqu'un qui nous est présenté. Alors, dans le cas, par exemple, de Fabien Toulmé, on met en plus en scène le fait que la personne raconte une histoire et que c'est cette histoire-là qui est dessinée. D'autant plus que je fais une parenthèse, mais sur l'Odyssée d'Hakim, parce que moi c'est quelque chose qui me faisait un petit peu peur avant de commencer, mais c'était justement de cette relecture-là. Il l'assume par un petit texte au début, en disant, il y a des choses que j'ai simplifiées pour un besoin narratif, mais du coup, ça a passé cet accord-là tacite fait avec le dessinateur, je me dis, ok, bon, j'accepte de rentrer dedans. Mais c'est vrai que sur d'autres bandes dessinées, ça peut être beaucoup plus problématique. On peut se demander s'il n'y a pas une relecture parfois de se donner un beau rôle quand c'est soi, ou alors un beau récit quand ça ne l'est pas. Ben ça, c'est là aussi rentre dans la question du documentaire. C'est une question que nous avons particulièrement traitée sur la question du documentaire vidéo, mais qui s'applique en fait à toute forme de documentaire et qui s'applique certainement aussi à un travail journalistique. C'est que tout de suite, on bascule dans un questionnement qui est celui de l'éthique du regard aussi, en fait, et de la question de l'éthique de la mise en scène. Et donc, quelque part, les meilleures BD documentaires sont celles qui sont le plus transparentes sur leur forme de fabrication, justement là-dessus, pour ne pas cacher qu'il y a un processus et parler du processus ouvertement. Et alors, la véritable étape, à mon avis, la plus intéressante, c'est jouer même avec le processus. Ce que je veux dire par là, c'est peut-être, tout en restant dans le cadre d'une BD documentaire, se permettre peut-être des choses même plus oniriques, des choses qui se détachent complètement même de la réalité, mais qui restent pourtant malgré tout dans le cadre du documentaire, parce que c'est peut-être le partage de la subjectivité ou une façon de transmettre les sensations d'un moment ou de quelque chose, mais qui n'est pas dans le dessin, là n'est plus représentatif, la narration, elle fait un pas de côté, mais elle reste dans le documentaire là-dessus. Et je trouve que quand un récit réussit ça, je pense par exemple à Éclore d'Aude Mermillot, qui est une autobiographie justement qui raconte quelques années de sa vie, et puis comment est-ce qu'elle gère en fait un traumatisme et comment elle se répare par rapport à ce traumatisme-là, qui assume complètement le fait que c'est une autobiographie dès le départ, qui a une voix complètement subjective, et qui parfois se permet justement de sortir un petit peu de la pure représentation, on va dire, même si, encore une fois, la pure représentation, ça n'existe pas, mais en tout cas de l'apparence de la pure représentation d'une scène, et qui se permet des moments plus oniriques, plus métaphoriques, d'aller plus dans des instants poétiques, de pur style, mais qui sont là justement pour nous faire ressentir une sensation d'un moment, comment la perception de quelque chose, et d'utiliser justement l'outil du dessin et de la BD, tout en restant dans le cadre documentaire, mais d'utiliser l'outil justement à fond là-dessus. Alors quand on réussit justement à être transparent sur le processus, à raconter son histoire personnelle et justement à utiliser l'outil au maximum de ce côté-là, là ça devient hyper intéressant. C'est plus compliqué, je vais te donner un exemple. Je ne l'ai pas lu en toute transparence, mais il y a Bastien Vivès qui a sorti sa BD sur l'affaire Bastien Vivès, justement, je crois que c'est le nom de la BD. Et là tout de suite c'est plus compliqué parce qu'en fait on sait que c'est une question qui est plus polémique, plus difficile. Clairement. Où il y a des camps qui s'affrontent, et sans avoir la question de dans quel camp est-ce qu'on se trouve ou qu'est-ce qu'on pense de cette question-là, là d'un seul coup, la structure elle est plus difficile à appréhender en fait, parce que on peut pas s'empêcher de se dire que c'est chargé d'autre chose là d'un seul coup le dessin. Et donc on le questionne un petit peu. Donc c'est plus facile aussi quand on parle effectivement de récits plus personnels et de démarches et de ce qu'on veut raconter plus directement. Est-ce que vous connaissez la revue dessinée, ça vous parle ou pas du tout? Oui. Moi non. C'est un magazine qui sort tous les trimestres, qui va traiter de sujets d'actualité plutôt larges, tu sais, c'est pas hyper ciblé temporellement parlant, et qui vont faire des sujets sur l'agriculture, c'est un peu un espèce de journal illustré et sous forme de BD. Et du coup, je trouve que ça correspond complètement au débat du jour, vu que pourquoi lire la revue dessinée plutôt que prendre un article du Monde? Et une des remarques, moi j'ai posé la question autour de moi sur cette question de pourquoi la BD documentaire. Et le truc que les gens me répondent en premier lieu, souvent, c'est parce que ça va être plus rapide à lire. S'il y a un truc tu vas pouvoir avoir plus d'informations plus rapidement que sur un article ou alors du coup un roman quand c'est sur des sujets. Il y a l'idée d'en apprendre sur un sujet dans tes réponses. C'est comme il y a toujours l'idée d'en apprendre plus rapidement et puis après il y a l'émotionnel, quoi. Le côté empathie, quoi. Après il y a aussi forcément déjà quelque chose, c'est pas que du texte, il y a de l'image, donc il y a déjà quelque chose de divertissant, mais c'est vrai qu'il y a aussi, je pense, une porte d'entrée qui est intéressante. J'ai l'impression que dans la très grande majorité des bandes dessinées documentaires, il est clair
pour les lecteurs et pour l'auteur qu'au début de la BD, on commence par te présenter quelque chose. On te contextualise les choses. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'actualité, elle fait toujours référence dans un journal à d'autres choses qui se passent en parallèle, parce que tu peux pas tout résumer. Et on a les journaux télévisés, on a les informations sur le web, les magazines, etc. Mais le fait de se dire, ok, en fait, je fais une BD sur ce sujet-là, en fait, c'est d'un seul coup, tu mets un temps d'arrêt et on va s'intéresser juste à ce sujet et on va te le simplifier. On dit souvent, je ne vais pas te faire un dessin. Là, pour le coup, si. Les dessins, parfois, permettent de faire comprendre plus de choses. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit les pratiques évoluer à ce niveau-là, où maintenant, on est saturé d'informations. Et maintenant, c'est vrai qu'on se pose beaucoup plus la question de, alors, où je vais récupérer mes informations, quelles informations je récupérais. Tellement on est noyé. Et le fait de se dire justement que parfois il y a cette revue, la revue dessinée ou des BD documentaires, on se dit je vais pouvoir entre guillemets choisir à la carte certains sujets. Et si on change un petit peu de graphisme et si on passe sur d'autres choses, ça me permet justement d'avoir un sentiment renouvelé. Est-ce que vous trouvez que justement le fait de passer par un dessin, par une bande dessinée, ça permet d'adoucir le récit ou au contraire le rendre plus brutal, plus cru et donc plus clair? J'ai l'impression que ça peut faire les deux. Pour le coup, c'est un petit peu une réponse de Normand, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets souvent assez complexes. C'est-à-dire que c'est pas les sujets qui sont abordés dans les bandes dessinées documentaires. Tu parlais de Fabien Toulmet en début d'émission, que ce soit dans le récit choral Inoubliable ou alors dans l'Odyssée d'Hakim ou dans Ce n'est pas toi que j'attendais. C'est quand même des thématiques particulièrement complexe ou particulièrement dur à vivre. Dans Ce n'est pas toi que j'attendais, tout est dans le titre, c'est Fabien Toulmet qui a donc une fille qui est atteinte de trisomie 21 et c'était pas un enfant que lui voulait. Il s'imaginait pas l'avoir avec un handicap. Et du coup, c'est des sujets extrêmement sensibles, universels, et j'ai l'impression que la BD documentaire, elle ouvre beaucoup ces portes-là, là où des récits, des témoignages sous forme de romans, ça touche quand même une certaine population, il faut un certain temps, vous savez, l'épaisseur de certains récits. Je crois que tu cibles un truc intéressant parce que j'ai l'impression, après c'est dans beaucoup de domaines que ça se développe, mais il y a aussi beaucoup de BD qui sont sortis sur le thème des agressions sexuelles ou des témoignages d'inceste, des choses comme ça, et qui permettent d'aborder le sujet avec une forme de légèreté et pas le bon, mais qui va te permettre de te plonger dedans sans avoir la brutalité. Une pudeur. Ouais, je crois que ça va au-delà de ça, c'est que je pense, là si j'y pense on vous écoutera en parler, c'est qu'en fait il y a aussi souvent dans les récits de trauma ou de choses comme ça, ou quand on parle dans le documentaire, il y a une volonté de reprendre possession en fait de son récit et de ce qui s'est passé, parce qu'on a été peut-être victime à un moment de quelque chose. De littéralement le poser. Et j'ai l'impression que le dessin, c'est vraiment un outil extrêmement fort parce que c'est une reprise en main de son récit complète en fait. C'est-à-dire que vraiment, on doit jamais gérer en fait, si tu veux, de manager, parce qu'un documentaire vidéo par exemple, tu dois toujours gérer avec une part de réalité. Donc il y a une espèce de reprise en main en fait de son propre récit. C'est vraiment un outil parfait pour ça, et c'est notamment un outil bien supérieur à mon avis, parce que ça permet en fait de transmettre beaucoup plus tout ce qui se passe aussi dans la psyché en fait, etc. Mentalement, on peut pénétrer dans cette porte-là beaucoup plus franchement en fait, peut-être que via d'autres outils. Là, je parle de la documentaire, ou des documentaires qui a ce côté témoignage en tout cas, ou autobiographique, pour raconter des choses. Et comment justement la BD documentaire crée cette proximité d'après vous? Est-ce que le style graphique joue un rôle essentiel dans cette empathie? Je pense aussi que c'est le médium en lui-même de la bande dessinée, qui a toujours eu une dimension grand public en elle-même en fait, et non, ça fait jamais peur. Au contraire, justement, il y a des gens qui le méprisent un petit peu parce que c'est trop facile presque en fait comme outil. Moi, c'est ce que je vais te répondre, c'est qu'il y a ce mépris du lecteur de BD à l'origine, quoi, en tout cas génération d'avant. Je pense que c'est moins le cas maintenant. Il y a des œuvres qui ne sont pas du tout pour les enfants en BD. Moi, j'ai une question pour vous. C'est, a priori, il y a une dimension documentaire, autobiographique dans énormément d'œuvres en général, qu'on ne définirait pas comme documentaire. Je prends un exemple. Le Sommet des Dieux, par exemple, il y a une charge documentaire énorme dedans, en fait. Mais l'histoire au cœur qui nous a racontée, elle est complètement fictive. Tout ce qui l'entoure après, il y a vraiment un trait de recherche immense, et il y a, honnêtement, quand on lit, une impression de lire presque un documentaire. Exemple complètement différent, L'Enfantôme, là pour le coup on est dans un récit fantastique, décalé, mais il y a une charge biographique énorme. Et donc témoignage presque de l'adolescence, et c'est une façon de dépasser presque peut-être ces traumas d'adolescence à travers l'histoire qu'il nous a racontée.
Et à quel moment, en fait, on range ça dans la catégorie fiction, à 100%, je n'hésiterai jamais à ranger dans la rayon fiction, mais qu'est-ce qui fait, à un moment, la ligne de démarcation forte entre ce qu'on fait, qu'on va classifier dans une BD documentaire et une BD fiction. Si parfois la frontière est non pas floue, mais voilà, les choses quand même communiquent. Il y a pour moi une très grande différence, c'est que c'est quand le récit est vraiment autobiographique et quand c'est un récit rapporté. Quand c'est un récit rapporté, ça t'oblige. C'est-à-dire on est presque dans l'ordre du journalisme. Tu parlais par exemple des documentaires. Dans un documentaire, tu vas rendre compte d'une certaine réalité et tu vas peut-être pas avoir le moment où tu as vu une chose parfaite, le plan n'était peut-être pas bon ou il rend pas bien. Là, dans une bande dessinée, tu peux dire non, ce moment a existé et je vais le magnifier. Donc tu peux augmenter la charge. Là où c'est différent, quand tu as un récit autobiographique, j'ai l'impression que c'est ce qui va changer justement, c'est la destination. C'est-à-dire, est-ce que je suis là pour témoigner et du coup pour raconter au plus grand nombre comment les choses peuvent changer, comment elles peuvent ne pas se reproduire, etc. Ou au contraire, quand on est dans le fait de raconter sa propre histoire, quelque chose où en fait on dit je ne l'écris pas pour les autres, je l'écris avant tout pour moi. Et j'ai l'impression que dès lors que, en tout cas c'est mon ressenti, dès lors que l'échange avec le lecteur est assumé de dire voilà, je te raconte quelque chose, mais c'est pour moi à la base, moi ça ne me dérange pas du tout de partir justement dans quelque chose de très abstrait ou de jouer avec la réalité. Parce que, je fais toujours cette parenthèse-là, mais attention, je vais spoiler Inglourious Bastard de Quentin Tarantino. Mais dans ce film-là, ils arrivent à buter Hitler. Et il y a quelque chose, on pourrait dire, ah bah oui, mais c'est pas réel et tout, mais c'est pas le propos. Il y a quelque chose de dire, c'est pas biographique, mais putain, qu'est-ce que ça aurait été bien, quoi. Et du coup, je pense que dans une BD où tu es dans un récit autobiographique et où tu le fais pour toi et où le cheminement, c'est de dire j'avais besoin de le mettre en image et d'exprimer quelque chose, eh bien, avec le lecteur, c'est beaucoup plus lisible. À l'inverse, si tu es sur quelque chose où tu es censé, du coup, plus alerter l'opinion, basculer dans la subjectivité, c'est prendre un risque. Et le récit documentaire, il a cette impression, en tout cas j'ai l'impression que pour beaucoup de lecteurs, des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de lire beaucoup de BD, c'est plus facile parce qu'il y a un côté, j'ai l'impression d'être dans quelque chose de très objectif, aussi de fun, peut-être qui se lit plus facilement, mais il y a vraiment une dimension très objective, alors qu'en fait c'est le médium qui, pour ces sujets-là, est le plus subjectif, puisqu'un dessin, une mise en scène, une case, va rendre compte d'une dramatisation forcément. Donc il y a cette ambivalence où on se dit que ça va nous apporter plus d'informations, mais techniquement, c'est une information qui a déjà été filtrée, tamisée, et avec laquelle on peut jouer. De l'importance de connaître, je trouve, les processus de création, et que c'est toujours important, effectivement, d'être toujours très clair sur le fait que quand c'est autobiographique, que c'est un récit autobiographique, parce que tout de suite, ça permet une certaine licence. En fait, on comprend que c'est la voix d'une personne, et c'est sa vue à elle, en l'occurrence. Par exemple, dans l'Odyssée d'un Kim, comme c'est un récit qui lui est rapporté, que lui-même retranscrit, je trouve ça important évidemment de bien mettre en scène en fait le fait que c'est ce qui s'est passé pour qu'on sache toujours en fait nous-mêmes en tant que lecteurs à quelle distance un peu se placer, parce qu'il faut que nous-mêmes on ait une discussion un petit peu avec justement ce qui nous est présenté, et pour avoir cette discussion à bonne distance il faut qu'on sache exactement ça, quoi. Il y a un autre truc que je trouve intéressant dans ce que vous soulignez là, c'est qu'il y a l'intention de l'auteur qui est importante, l'auteur de BD je veux dire. Ce qui fait qu'il y a des récits historiques qui, moi, me touchent pas du tout sous forme de BD. Là, je pense à une BD qui n'est pas mal en soi, mais qui est très protocolaire. C'est sur Olympe de Gouges. On est sur un compte-rendu presque très factuel, tu sais, donc telle époque, elle fait ça, telle époque, elle fait ça, etc. Avec pas d'envolée, pas des envolées lyriques incroyables, mais j'ai pas l'impression que l'auteur s'est laissé la possibilité de donner un petit peu de son âme à lui aussi sur la lecture des choses. Parfois, je trouve ça bien, et parfois, dans la revue dessinée, ça me paraît complètement cohérent que l'auteur ne puisse pas s'emballer pour parler des problèmes des agriculteurs en France. Tu vois. Mais sur des récits autobiographiques comme ça, je trouve que c'est parfois un peu dommage et que ça peut manquer. Qu'il y a dans Éclore et qui est intéressant, les scènes où elle s'imagine courir avec un tigre, etc. Tous ces trucs-là, ça a du sens et ça apporte quelque chose. La manière dont elle met en scène certaines choses aussi, qui sont très abstraites. Et ça, c'est très chouette. Et c'est des choses que les auteurs ne se permettent pas forcément sur des autobiographies. Et je pense que c'est ça la plus-value d'un docu sous forme de BD. Mais tu vois, c'est justement ce
ce qui me manque parfois effectivement sur des BD type celle sur Olympe de Gouges, c'est qu'en fait, plus le regard se veut un petit peu neutre en fait dans la façon de se présenter, plus moi mon œil se méfie tout de suite en fait, parce que comme ça se présente comme une représentation un petit peu objective si tu veux, sans trop de subjectivité dans la façon dont c'est raconté, bah en fait tout de suite moi il y a un dialogue, je suis en mode oui mais ils ont pas vraiment dit ça en fait, etc. Et alors qu'en fait c'est des questions qui devraient être secondaires dans ma tête, parce qu'évidemment ils ont pas vraiment dit ça forcément dans cet échange là, c'est pas le problème, mais comme j'ai pas cette voix forte en fait de l'auteur qui m'est présenté, en fait tout de suite je sais pas trop ce que je lis en fait à ce moment-là. Et c'est pour ça que je trouve que les formats courts docu sous cette forme-là c'est pas gênant. Ils essaient de faire un compte rendu, ils utilisent le dessin pour ça. Mais sous cette forme longue, je trouve ça un peu... Ouais, je pense que c'est pour cette raison-là que ça gêne un peu. À titre personnel, je ne citerai pas de nom, mais j'ai eu l'occasion d'avoir des BD documentaires sur des récits de vie, tout le temps autobiographiques, où à titre personnel, j'ai eu un vrai problème, c'est que ces gens savent dessiner, ils me racontent leur vie, mais leurs problèmes ne me touchent pas. Parce qu'en fait, je comprends qu'ils ont eu cette expérience de vie, mais parfois, c'est aussi un petit peu le revers de la médaille de cette vague de BD documentaires qui explose. C'est pour ça qu'on en parle aussi aujourd'hui, c'est que c'est un vrai phénomène qui dure et est là pour durer, mais qui a vraiment changé le paysage de la bande dessinée en France. Et c'est certain que certaines BD, en fait, sont donc des récits autobiographiques où il y a des histoires de trentenaires qui qui sont célibataires et la vie c'est compliqué. Et en fait... Est-ce que tu fais référence à un auteur québécois ou pas du tout ? Ah non, j'ai dit je non. Ok, ça marche. Mais du coup, j'ai eu ces récits-là en main et en fait, je me suis dit, là, je sens vraiment que le fait de dramatiser, le fait de s'arrêter là-dessus, en fait, quand tu lis la bande dessinée, tu peux être pris un peu dedans, mais dès que tu fais un tout petit peu de recul, tu fais oui, c'est un outil très puissant et il faut savoir l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire que la forme documentaire, en fait, ne veut pas dire oublier la narration, oublier le récit, oublier la façon dont c'est raconté, oublier le spectateur. Et c'est un petit peu... Je retourne sur Bastien Vives une seconde, mais pas sur Bastien Vives en lui-même, mais une partie des polémiques qui l'entouraient, c'était qu'il attaquait notamment certaines autrices de BD sur internet en fait qui publiaient en fait c'était des manifestes en fait dessinés, et le point entre guillemets que je lui donne, mais entre guillemets, c'est que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas complètement sortir la question du style et de artistique en fait du documentaire, de la forme documentaire elle-même. Le sujet ne se suffit pas en lui-même, je veux dire. Ouais, ok. Et puis aussi, c'est que le sujet ne se suffit pas en lui-même, mais l'inverse aussi. C'est ce que j'ai rencontré, moi, avec des BD documentaires, c'est que parfois, il y a le style, mais il n'y a pas l'histoire derrière. Est-ce que vous avez lu Le Monde sans fin ? J'étais sûr de le retrouver, c'est... Oui, mais il y a aussi un danger là-dedans. C'est de tomber aussi dans l'aspect purement didactique. Et parfois, justement, ça rejoint un petit peu nos questions de récit, c'est que si c'est juste pour illustrer des éléments complexes, ça peut être intéressant de simplifier certains sujets, mais pour que l'œuvre de bande dessinée vive en elle-même, il faut bien plus. Ça me fait penser à une BD que j'ai lue il n'y a pas très longtemps, qui est la série À boire et à manger de Guillaume Long. J'ai eu un peu peur quand je l'ai commencé en me disant, bon, est-ce que ça va juste être des recettes de cuisine et des histoires en fait autour de la bouffe, mais juste dessinées. Et donc, encore une fois, on me présente juste en fait des faits ou des informations et on les enrobe en fait fondamentalement d'une illustration. Et là où j'ai pris moi par contre beaucoup de plaisir, c'est parce que le dessin en fait est très drôle, très souvent en fait, dans les échanges, lui-même se met en scène dans les trucs. C'est très rigolo, et puis il explore justement différents styles en fait de dessin, parce qu'il va de l'un à l'autre. Parfois on part sur un croquis parce qu'en fait il a dessiné comme ça à la volée, c'est des dessins beaucoup mieux dessinés. Et il y a une voix qui est très très forte tout le long, donc j'apprends beaucoup de choses, mais je passe un moment avec quelqu'un aussi en fait qui me raconte quelque chose à sa manière, et c'est là où ça fait toute la différence, quoi. Ouais, son dessin est super, très vivant. Je comprends que ça t'embarque. Est-ce que le succès actuel de la BD documentaire pour vous est aussi lié à un contexte social et politique particulier ? On parle d'un besoin croissant de témoignages, d'histoires humaines dans un monde où justement il y a beaucoup d'informations, de fake news. Moi je citerai des gens avec qui j'ai discuté qui diraient que les gens ne savent plus lire, donc ils décident de prendre des BD pour se documenter.
raconter. Pourquoi tu me cites des choses que je t'ai dit Ça balance. Hein. Non, mais je trouve cette remarque entendable, mais en fait, je pense qu'elle est fausse. Alors, évidemment qu'elle est fausse dans le sens où les gens savent toujours lire, c'est pas ça. Mais c'est que c'est pas une question de... Non, mais il y a quelque chose d'un peu noble. On connaît tous le trope parce que du coup, nous, on aime bien les bandes dessinées, les mangas et les comics, mais on a aussi des lecteurs à côté. Mais on voit aussi beaucoup des personnes qui disent oui, mais la vraie information, l'information noble, elle vient des livres. Ouais. Et tout ce qui vient, tout ce qui va être DVD, bande dessinée, oui, bon, ça, c'est pour ceux qui ne savent pas avoir la grande culture avec un grand C. Vous regardez tous les deux. Bah, on dit la culture, hein, on te Un grand regarde. C, ouais, je comprends. C'est beau, on se réfère direct. Oui. Non, mais pour répondre à ta question, je pense que un des retours qu'on m'a fait sur la question de répondre à ta question, c'est en fait, c'est avoir des informations rapidement sur les différents sujets. C'est pour ça que ça explose, c'est parce qu'en fait, il y a plein de sujets à traiter. On a envie d'en savoir plus et on va plus facilement accéder à l'information plus l'émotion qui va avec aussi. Parce que moi, je reste persuadé que la grosse plus-value, c'est l'émotion qui est liée au contenu du récit. Et puis je pense que justement par rapport à ce que tu disais sur le monde des fake news, etc., des infos, on a besoin en fait d'informations incarnées. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin de faire confiance à une personne qui nous raconte telle chose, en fait, de savoir qu'on peut croire cette personne, qu'on peut l'écouter ou qu'elle est intéressante, etc. Espèce d'information standard qui nous est déversée comme ça aujourd'hui aux infos, à la radio. Les gens sont plus méfiants en fait parce que c'est une espèce de voix neutre. Et on revient à ce qu'on disait en fait. Une voix neutre aujourd'hui en fait, on s'en méfie. Et je pense qu'on a raison d'ailleurs. Oui, mais de la même manière que parfois, à titre personnel, je trouve que, par exemple, avec les Sentinelles, on parlait de la Première Guerre mondiale, mais je trouve que parfois, un récit d'une personne va me faire mieux comprendre cette guerre que les images d'archives ou les livres d'histoire. Et l'incarner, c'est se rendre aussi compte de l'échelle, de l'impact, que ce soit une histoire de guerre ou une histoire sociétale, c'est de voir tous les à côté. Et si on se met à hauteur d'homme, ça nous permet aussi de nous mettre à leur place. C'est la rendre vivante en fait, cette expérience. Est-ce que vous avez lu la BD Mouse ? Oui. Parce que c'est une BD documentaire, factuellement. Oui, mais avec Une grosse interprétation. Une grosse interprétation, une sous-couche. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Mouse ? Mouse, c'est donc un roman graphique de l'américain Spiegelman, désolé pour la prononciation, publié en 1980. Entre 1980 et 1991, ah oui d'accord, c'était... Ah, je crois que c'était beaucoup plus vieux. Ouais, et moi je pensais que c'était tout d'un coup, mais en fait non, ça a été découpé en plusieurs parties. Et c'est une œuvre qui raconte l'Holocauste au travers de personnages qui sont représentés sous la forme de souris. Et du coup, c'est une œuvre documentaire qui est pas mal. Et pour le coup, le fait de représenter sous forme de souris a un sens, veut dire quelque chose et une intention. En plus, je pense que c'est une des premières BD documentaires qui a vraiment marché à fond. Parce que, je sais qu'elle a beaucoup été vendue, quoi. Je sais que c'est une œuvre qui a été beaucoup lue, donc je pense que c'est dans les pionnières du genre. Et clairement, là, il y a une intention. Donc, on discutait d'une émotion, d'une... Excuse-moi, t'as dit un terme que je trouvais bien. Il y a un regard, quoi, là. Il y a un regard, exactement. Un point de vue. Et puis, il y a aussi, on parlait aussi que la bande dessinée documentaire pouvait parler de sujets graves et parfois aussi atténuer avec mettre un voile pudique sur des choses très difficiles. Le succès de la bande dessinée Mouse, est-ce que vous pensez pas que c'est aussi pour permettre justement de revenir sur l'Holocauste, de parler de ce sujet, parfois avec un public qui peut être plus impressionnable, je pense notamment aux enfants. Est-ce que vous pensez que la BD documentaire, ça peut être vraiment un outil de transmission ou d'éducation ? Alors, oui, tout à fait, juste pas Mouse. D'une scène où ils éclatent un bébé sur le mur et je pense que même si c'est des dessins, c'est quand il y a une séquence où ils montent dans le train et ils prennent un enfant pour le tuer. Mais oui. Ah oui, c'est low cost, c'est des souris en fait. De quoi ? Je suis pas lu, moi. Mon cerveau avait zappé ça. Ouais, moi, il m'avait marqué. Mais en fait, pour le coup, documenté. Mais bref, c'est un récit réel, quoi. Il parle de témoignages et donc malheureusement, cette scène a dû avoir lieu. Je pense, par exemple, on a tous des enfants autour de cette table. Pour aborder certains sujets, notamment la sexualité, je pense que ça peut être un outil hyper intéressant. Donc là, je citais des œuvres sur différents sujets, dont l'agression sexuelle, le vaginisme, etc. Je me dis qu'en fait, c'est un bon médium pour aborder des sujets qui sont délicats à aborder avec ces enfants quand ils rentrent dans des âges de l'adolescence et tout ça. Quel futur vous voyez à la BD documentaire ? Est-ce que vous pensez que ça va se développer, ça va se tarir, ça va se banaliser ? Au contraire, ça va se développer ? Moi, j'ai l'impression qu'il y en a déjà beaucoup et je pense que ça va se calmer parce que là, il y a un engouement autour de ça qui fait qu'il y a une Qui quantité... dure depuis un moment maintenant. Ouais. Mais c'est vrai, mais bon, je pense qu'on a passé le pic. C'est quand même chargé, quoi. Je vous citais la revue dessinée. Dans ce type-là, il y a déjà trois autres revues du même genre, dont une qui s'appelle XXL et d'autres. Et c'est assez surchargé, là. Avec le succès d'un Riyad Satouf et d'un Fabien Toulmet, tu as aussi beaucoup de gens qui... Il y aura sûrement un contre-mouvement aussi, Ouais. un petit peu à un moment justement de retourner sur, à mon avis, des grosses
vraiment un mouvement plus narratif, quoi. Parce que comme tout mouvement, en fait, il y a beaucoup, au bout d'un moment, je dis pas ça, il y a une forme de déchet, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une surproduction sur certains sujets, donc la qualité, forcément, en moyenne baisse à chaque sortie, quoi. Mais ça disparaîtra jamais totalement, ça c'est sûr. Je pense que c'est un mouvement qui, justement, a fait beaucoup de bruit parce qu'il s'est vraiment imposé, quoi. Et pour clore justement ce débat, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a un exemple personnel d'une œuvre qui vous a particulièrement marqué ou alors que vous conseilleriez en BD documentaire ? De documentaires pour justement, par exemple, mes parents ou des gens qui justement n'ont pas l'habitude de lire des BD, je leur conseillerais tout de suite l'Odyssée d'Hakim, clairement. Je trouve que c'est vraiment une excellente introduction au genre. Alors moi, si je devais parler d'une BD documentaire qui m'a marqué, c'est Seul contre Hollywood. C'est une BD documentaire qui met un focus sur l'affaire Patricia Douglas, qui est certainement le plus gros scandale jamais enterré de l'histoire d'Hollywood. Et en fait, c'est un gros studio hollywoodien qui a organisé une soirée, alors c'est la Metro-Goldwyn-Mayer, pour ne pas les citer, qui fait venir 120 danseuses professionnelles et actrices sur une soirée du 5 mai 1937 et à qui on a dit qu'elles allaient participer à un tournage. Et en fait, c'est pas du tout un tournage, on les met devant 282 représentants commerciaux. Et Patricia Douglas, qui sera agressée cette soirée-là, en fait, sera la première à témoigner et à se retrouver donc seule face à Hollywood. Et donc, c'est une histoire que je trouve vraiment extrêmement intéressante. Je suis content qu'elle puisse exister en BD documentaire. Ça m'a permis vraiment de découvrir ce fait divers complètement fou. Et pour ma part, je conseillerais la BD Blanquette de Craig Thompson. Craig Thompson, qui est un auteur américain qui a fait Habibi. Et donc, c'est une autobiographie de son adolescence, sa jeunesse, où il vivait un peu dans une maison au milieu de la nature. Et quand il allait à la ville, il rencontrait une jeune fille. Donc, c'est ses premiers émois. Et je vous parle de ça parce que c'est typiquement le genre de dessinateur qui a fait de la BD pour sortir des cases. Et clairement, ses dessins ne sont jamais dans des cases, quasiment. Et j'aime bien sa manière de traiter ça. Et ce qui en fait un récit autobiographique onirique. Donc je trouve ça très chouette. Donc on peut dire que ta Blanquette est bonne. Il attendait pour que je le voyais avec son petit sourire en coin. Eh bien merci pour cet échange. Il y a ceux qui lisent un seul livre à la fois et puis il y a les autres, ceux qui ont une pile de bandes dessinées, comics et mangas instables qui menacent leur équilibre émotionnel et leur plancher d'appartement. Alors pour ne pas sombrer seul, on partage avec vous ce qu'on a lu dernièrement, les pépites, les surprises, les coups de foudre et aussi parfois les lectures où on a juste aimé les dessins mais pas trop osé le dire. C'est notre moment confession sans tabou, sans spoiler, enfin on va essayer. Eh bien moi, ma dernière lecture, c'est Sandman de Neil Gaiman, donc un classique des classiques, mais que je n'avais encore jamais lu. Et donc je suis en train de le découvrir et c'est, je dois le dire, un vrai plaisir malgré mon opinion extrêmement déclinante malheureusement de Neil Gaiman sur ces derniers mois et ces dernières années. Je me suis dit que ce n'était pas une raison pour ne pas lire quand même ce qui est une pierre angulaire du comics. Et ma prochaine lecture, en fait, relire Les Sentinelles m'a donné extrêmement envie de lire du Xavier Dorisson. Je me suis dit quand même que c'était quand même un auteur hyper intéressant et qu'il fallait continuer. Et il y a une de ces séries qui est terminée là, qui me tente énormément, il me fait de l'œil depuis un moment, c'est 1629, ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta. Le tome 1, c'est L'apothicaire du diable, le tome 2, c'est L'île rouge. Et ben ce sera ma prochaine lecture, voilà. Pour ma part, je vous conseille de vous jeter sur Les Pislis de Jérémy Moreau aux éditions Delcourt, qui est une BD très sympa, très colorée. Un dessin qui, de prime abord, ne m'aurait pas séduit tout de suite. C'est des dessins avec des contours réalistes et avec beaucoup d'aplats de couleurs. Et ça raconte l'histoire d'un chauffeur Uber qui part en vrille et qui perd pied complètement dans son métier et qui rencontre une vieille dame qui lui dit en fait, t'es perdu dans ta vie, t'es perdu avec tes frères et sœurs, viens avec moi. On va aller dans une contrée reculée en Alaska, si je ne me trompe pas. Et donc, ils partent tous ensemble. C'est vraiment très, très lumineux comme lecture. Ça donne vraiment envie de s'isoler dans la nature et de redémarrer de zéro et de faire du feu avec des silex. Donc, je vous conseille vivement de cette lecture. Et dans les lectures que j'aimerais avoir, il y a Le Monde de Picto, une BD où il y a zéro texte, c'est des bulles avec des pictogrammes dedans. Et j'ai envie de l'acheter pour moi et aussi, si jamais le récit s'y prête, voir si mon fils de 5 ans maintenant, qui ne sait pas encore lire, pourrait lire cette BD-là. Je trouve l'exercice intéressant. Ah, c'est bon de lire ça. Alors en ce qui me concerne, la dernière bande dessinée que j'ai lue, c'était Inavouable, une BD de Théophile Sutter, dans un style graphique très minimaliste, qui raconte du coup plein d'histoires, censées être des histoires vraies, que ses lecteurs lui ont transmis. Des histoires donc inavouables, terribles, des petits secrets désopilants, et ça se lit très vite, mais c'est
très très drôle. Et ce que j'ai hâte de lire et qui est en top de ma pile, c'est une bande dessinée qui s'appelle Le Chant du Chaos. C'est une bande dessinée de Elk. Et donc c'est une bande dessinée qui me fait très très envie. Sa couverture m'a vraiment alpagué. Alors c'est une couverture, ça fait comme une sorte de cadre si vous voulez dessiner. Et on a un jeune homme qui se tient sur une tombe accompagné de deux créatures mort-vivantes, une sorte de chiens dans une forêt sombre. Et c'est mi-lumière, mi-ombre. Et de ce que j'ai pu feuilleter, ça a l'air rudement sympa. Eh bien écoutez, cette émission touche à sa fin. Merci. On se dit à la prochaine émission. Oui. Surtout, si vous aimez l'émission, n'oubliez pas, on est disponible sur beaucoup de plateformes. On est sur Deezer, Spotify, iTunes Podcast, YouTube. Donc, n'hésitez pas à mettre en favori l'émission pour ne rien louper des prochains épisodes. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page Facebook ou Instagram. On est un petit peu partout, donc surtout, n'hésitez pas. Partagez vos coups de cœur, partagez vos envies de chronique. Oh là là, c'est dit avec une telle voix suave que vous êtes malheureusement dans l'incapacité de faire autrement que... J'allais ponctuer ça d'un clic salope et il m'a arrêté. J'ai pas osé. Je crois qu'Adrien, vraiment, c'est le moment de clôturer. Eh ben, à la fois prochaine. Salut. Clic salope, clic, putain, clic. Ah putain.